Donc, bienvenue et très heureux d'être avec vous ce matin pour présenter un peu la synthèse de nos travaux. Donc on a réalisé plusieurs études, on publie donc à partir d'aujourd'hui donc un livre blanc qui est basé sur les 4 ans d'études et de recherche qu'on a fait au niveau d'Ecomob. Donc aujourd'hui il va y avoir en fait 3 grosses sessions. D'abord avec mon collègue donc Stéphane, qui vous présentera en fait une synthèse de tous les travaux qu'on a effectués pour comprendre aujourd'hui le diagnostic de l'écomobilité en entreprise, où on en est. On a un historique qui date de 2019, donc de plus de 4 ans, sur la question, et donc on peut voir aussi la maturation qu'il y a eu dans les entreprises. Et de comprendre sur cette base quels sont les enjeux, et ça a été le fondement ensuite de la rédaction du livre blanc, qui vise à proposer donc des recommandations en matière d'écomobilité. Ensuite, on aura donc deux sessions qui seront centrées sur les recommandations donc, du livre blanc qu'on va diffuser à partir d'aujourd'hui. Une première série de recommandations qui sera plus générale, globale sur les dispositifs, on va dire le côté normatif de l'écomobilité. Donc tous les dispositifs qui ont été déployés dans le cadre de l'homme notamment à partir de 2019, on zoomera sur le FMD, sur les ZFE, sur le verdissement des flottes, et on a une approche où on a voulu comparer l'intention initiale, l'ambition de ces différents dispositifs, et finalement aujourd'hui on en est, et qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins marché, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. Et pour nous c'était intéressant de partir justement de l'existant, en essayant de se dire comment on peut partir de l'existant pour encore booster la situation. Et donc, je vous présenterai en fait les recommandations du livre blanc brièvement, parce que l'idée, ça sera ensuite de laisser la parole à nos intervenants. On aura une table ronde avec 3 intervenants qui seront donc Véronique Talon, qui est directrice de clientèle chez APRR. On aura également Alphonse Rouleau, je ne sais pas, je ne le vois pas, il va arriver, je crois qu'il fait partie des gens pour qui c'était compliqué d'arriver à 9h. Donc il fait partie de l'Alliance pour la décarbonisation de la route, et donc conduit donc, des actions assez locales sur l'écomobilité. Et puis également Xavier Brisebois, qui s'est mis derrière, mais qui est très très impliqué, et qui est psychologue social sur les changements. Et donc ça sera intéressant parce que, évidemment, au milieu de chaque dispositif, il y a tout un côté psychologique d'aligner les acteurs, de les faire évoluer. Et donc son point de vue sera très intéressant. Et puis on aura une deuxième table ronde donc, qui sera sur les recommandations. C'est la deuxième partie de recommandations qu'on a fait chez Ecomob. C'est des recommandations plus opérationnelles au niveau des entreprises. Le but du livre blanc, c'est de s'adresser à toute la communauté, on va dire, qui gravite autour de l'écomobilité, mais également aux entreprises en leur donnant une feuille de route et en essayant de leur dire vraiment comment procéder. Et donc c'est le but de la deuxième partie de recommandation du livre blanc et de la deuxième table ronde, où donc, je vous présenterai également donc, nos conclusions, et où j'aurai le plaisir d'inviter donc Jérôme Fouque, qui est, je ne sais plus où, voilà, qui est lui au premier rang, et Julien, qui n'est pas encore arrivé, mais va arriver, et qui également Thibaut Massiette d'UBS, qui est ex-acheteur métro, et qui témoignera en fait justement de l'expérience en entreprise. C'était important pour nous, au-delà des experts que peuvent être Jérôme, que peut être Julien, également d'avoir un retour d'une vision plus entreprise, donc de ces déploiements. Juste peut-être, avant de commencer, vous rappeler Ecomob, ce qu'est Ecomob. Donc c'est un club qu'on a créé il y a un peu plus de 4 ans. Et en fait, ça paraît récent, et en même temps, c'est un peu la préhistoire. C'était avant Covid, vous voyez, il y a eu une période avant Covid qu'on a un peu tous oublié, mais qui a existé. Avant même les grèves de décembre 2019, qu'on a même oublié, mais qui ont été très impactantes à l'époque. On a découvert les vertus du télétravail. Il faudrait s'en souvenir aussi. Et puis avant même l'homme, enfin on était en parallèle à l'homme, on parlait à l'époque donc des PDE, le plan de déplacement entreprise, à partir de son salarié, etc.
Donc voilà, donc on a commencé Ecomov là-dessus, sur un peu voir comment les entreprises se positionnaient par rapport au PDE. Et puis, évidemment, petit à petit, on a mesuré les évolutions dans le cadre de l'homme, vu aussi ce qui se passait dans le cadre du Covid. Et la démarche a été de créer une communauté, en fait, de décideurs en entreprise, de différentes directions, mais qui étaient impliquées dans la mobilité. En disant qu'aujourd'hui, et c'est peut-être une des problématiques de base de l'écomobilité, enfin de la mobilité, c'est que ce n'est pas détenu par quelqu'un, clairement, dans l'entreprise. Le gestionnaire de flotte historique, il ne détient pas la vérité de son tour. En plus, il est en général assez globalement, il reçoit des directives assez claires, il n'est pas toujours décisionnaire. Et donc, il y a plusieurs directions qui sont impliquées, RSE, direction les RH, etc. Et donc, l'idée, c'était d'interroger en fait un peu tout cet écosystème des entreprises, donc de 50 salariés et plus. Donc, c'est de là dont parle l'homme. On a 500 membres qui répondent régulièrement. Alors, évidemment, les renouvelles, c'est pas toujours les mêmes, il y a des départs et on renouvelle. Mais on a réussi à maintenir un flux de 500 membres avec cet objectif de faire contribuer à la réflexion générale donc sur l'écomobilité en disant que ce n'est pas toujours un sujet dont on entend beaucoup parler, qui n'est pas toujours embarqué comme il le faudrait dans les entreprises, également au niveau public, et que voilà, on voulait nourrir avec des études, avec une réflexion la communauté, et puis aider vraiment au changement en se voulant également force de recommandation. Et c'est ce qui nous a amené à évoluer à travers le temps, parce qu'opinionnellement, on est un institut d'études, et donc on a vraiment commencé par une approche très étude les 2 premières années, surtout il y avait beaucoup de choses à faire. Donc les 2 premières années, on a un peu tout défriché, il y a eu une quinzaine d'études qu'on a fait en 2 ans, c'était très intense. Et puis petit à petit, on s'est dit, en fait, ça évolue pas toujours beaucoup, donc il y a peut-être moins de besoin d'études, et il y a besoin de plus peut-être de réflexion et de propositions, de recommandations. C'est ce qui nous a amené à faire l'année dernière un benchmark que vous avez présenté sur des dispositifs qui ont été déployés en France et à l'international pour s'inspirer. Et puis cette année, de dire on est plus sur le côté recommandation à travers ce livre blanc qui est vraiment axé sur des recommandations concrètes. On a aussi, et ça a été un des apports cette année, on s'est dit qu'on était très focalisé décideurs en entreprise et que c'était intéressant aussi d'aller plus loin en incluant les salariés et les collectivités territoriales. Donc on a conduit aussi une partie des études, enfin on a fait une étude miroir dont vous parlera Stéphane, donc pour comparer les 3 profils. Voilà. Et donc en gros, en 4 ans, voilà, on a fait plus de 20 études, on a animé plusieurs webinaires, on a fait également plusieurs événements présentiels comme celui aujourd'hui. On a conduit un benchmark, le livre blanc qui sort aujourd'hui, et on a aussi publié des infographies, etc. Pas mal de contenu. Avec cette année, comme je vous le disais, la vision 360 degrés avec les 3 acteurs qu'on a interrogés, entreprises, salariés, collectivités territoriales, et puis la publication du livre blanc qui s'appelle « Encourager le déploiement de l'écomobilité en entreprise ». Et on remercie évidemment nos sponsors sans qui on n'existerait pas. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai laissé la parole à Stéphane qui va du coup vous présenter le diagnostic et les enjeux à date autour de l'écomobilité en entreprise. Bonjour à tous, merci de votre présence ce matin, alors qu'il y a Vivatech, il y a plein d'autres événements, donc c'est gentil à vous d'être venus. Je vais essayer de faire aussi court qu'Olivier, ça va être facile. Sur l'écomobilité, on a une présentation de 20-25 minutes, c'est une présentation interactive, n'hésitez surtout pas à intervenir si vous avez des questions, des réactions ou quoi que ce soit. Alors, pour le coup, en termes de méthodologie, je suis désolé, c'est pas forcément le slide le plus fun de la présentation, mais on est un petit peu obligé de passer par là. Alors, j'allais d'autant plus vite qu'Olivier vous en a déjà parlé, il m'a un peu spoilé déjà la méthodo. On est sur vraiment une approche miroir, ou 360, appelez ça comme vous voulez, avec l'idée d'avoir bien évidemment le retour des entreprises, mais également le retour des salariés, c'est important, parce qu'il y en a qui sont impactés par ces politiques d'écomobilité, beaucoup. Et puis les collectivités, c'est ce que vous voyez dans la vague 3, où on a fait en effet du quali pour les collectivités, et voir un petit peu quel était leur retour, leur réaction par rapport à ce qu'on pouvait interroger auprès des entreprises et des salariés. Je
Je vous passe assez vite le reste, hein, puisque de toute façon, vous pourrez aussi avoir accès à ces informations via le livre blanc, et je me doute bien que vous n'êtes pas venu ce matin pour qu'on parle méthodologie, mais plutôt de certains résultats clés de cette étude. Avant de vous parler de ces résultats clés, justement, un petit peu de contexte quand même, parce qu'on parle d'écomobilité, on va parler donc de déplacement. Déplacement à deux niveaux en fait, un déplacement professionnel, dans le cadre de mon boulot, aujourd'hui tous, et puis le déplacement pour aller sur mon lieu de travail, ce qu'on appelle le déplacement pendulaire, si on veut faire aussi un petit peu plus intelligent dans les dîners mondains. Donc on va parler un petit peu de ce contexte-là sur ces deux premiers slides, d'abord sur le déplacement pendulaire, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ces déplacements pour aller à son bureau, mais finalement ou à son entreprise. Concrètement, il faudrait peut-être mettre des choses un petit peu palpables derrière. On voit qu'en fait, quand on pose la question aux salariés, on en a quasiment un tiers qui vont nous dire qu'ils ont 20 km à faire pour aller à leur travail. Vous en avez 45% qui nous disent que c'est entre 10 et 30 km. Et puis 30 km ou plus, vous avez 20% à peu près. Donc déjà là, pour vous donner une idée de la distance, sachant que bien évidemment à ce niveau-là, deux éléments sont à prendre en compte. Région parisienne versus province, 10 km hors région parisienne, c'est pas la même chose que 10 km en province, et bien évidemment le temps que je vais mettre pour faire ces distances-là. Le deuxième, Olivier vous l'a évoqué avec la crise sanitaire, c'est l'arrivée du télétravail en France quand même ces dernières années, qui a complètement transformé les organisations de travail, qui a complètement transformé notre façon de travailler. Et il était intéressant quand même de savoir, alors on fait pas mal d'études sur le management, télétravail, etc. Donc ce chiffre-là, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, 65% déclarent que leur métier est praticable en télétravail. Et quand ils font du télétravail, c'est généralement 2 à 3 fois par semaine. C'est important, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'articles dans les médias qui parlent de retour au bureau, de le télétravail c'est fini. Non, en fait ça, c'est pas vrai, c'est souvent issu d'études venant des États-Unis où, rappelez-vous, lors de la crise sanitaire, les États-Unis c'était 100% au bureau, on est passé du jour au lendemain 100% télétravail, et aujourd'hui, oui, il y a une volonté aux États-Unis de revenir au bureau, donc 100% bureau de nouveau. En France, on est vraiment dans un mode hybride, 2 à 3 jours par semaine. On est même sur une tendance à augmenter un petit peu ce système de télétravail. On était plutôt à 2, on est actuellement presque plutôt à 3 en fait. Donc il faut garder en tête cette idée de télétravail hybride en France et qui est un acquis aujourd'hui. On ne reviendra pas sur la fin du télétravail en France. Enfin, je vous presque un resto si vous voulez, on ne reviendra pas là-dessus, peut-être dans certains cas exceptionnels, mais sinon... je vous ai parlé donc des déplacements pendulaires. Qu'en est-il des déplacements professionnels? Aujourd'hui, vous avez quand même, il ne faut quand même pas négliger ce point-là, 43% des salariés qui nous déclarent que leur métier, en effet, les amène à réaliser des déplacements professionnels. Encore une fois, les chiffres sont amenés à être à chaque fois challengés. Aujourd'hui, 100% des personnes dans cette salle sont en déplacement professionnel. Mais voilà, la plupart, c'est quand même 43% dans leur quotidien. Et donc, quand on regarde un petit peu, maintenant qu'on en a vu le contexte, quand on regarde un petit peu, qu'en est-il aujourd'hui des entreprises dans leur encouragement à utiliser les déplacements, la mobilité douce ou les différents modes de transport, alors vous le voyez quand même qu'aujourd'hui, les entreprises nous déclarent quand même bien jouer la carte de l'incitation. Hein. C'était multi-réponse, donc forcément on est à plus de 100%. Mais vous voyez que les entreprises n'hésitent pas à dire à leurs salariés, à les encourager, à dire non mais viens pour venir au bureau, prends les transports en commun, prends le vélo, le covoiturage, au lieu d'aller en avion à ton rendez-vous professionnel, va prendre le TGV. Donc aujourd'hui, les entreprises sont vraiment impliquées dans cette idée de vouloir pousser un petit peu les salariés à aller sur des modes de transport, mobilité douce, on peut dire. Donc ça c'est bien, c'est côté entreprise, c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est quand même à eux aujourd'hui d'impulser, d'enclencher un petit peu la dynamique. Quand on pose la question aujourd'hui aux salariés de concrètement, aujourd'hui pour venir au bureau, vous faites comment? Alors non, je vous le dirai après, pardon, parce qu'en effet, j'ai oublié de vous dire 2-3 petits éléments qui peuvent être intéressants. Ces chiffres, en effet, sont au niveau national. Il faut savoir que bien évidemment, il y a des divergences selon la géographie, selon la taille de l'entreprise et également selon le secteur. La taille de l'entreprise, forcément une ETI. Pour rappel, l'ETI grande entreprise, c'est à partir de 250 salariés, vous en avez à peu près 6000 en France.
Dans les ETI grandes entreprises, on va inciter plus les collaborateurs à prendre ces différents moyens de transport. En même temps, c'est facile, généralement, les ETI, il y en a quand même beaucoup en région parisienne, il y a souvent un maillage assez important qui permet aux salariés de venir dans les ETI et grandes entreprises. Je vais aller sur la région. La région, je vais en parler. Les ETI, il y a une corrélation forte entre ETI grandes entreprises et région parisienne. Et puis, bien évidemment, la région parisienne, on peut râler beaucoup sur les modes de transport public qui ne fonctionnent pas forcément. Il n'empêche qu'il y a quand même un maillage plus important qu'en région qui permet aux salariés de venir plus ou moins facilement en transport en commun et puis également en vélo avec des pistes cyclables qui commencent à se mettre en place. Et puis les secteurs d'activité, alors ça c'est peut-être un peu moins connu, c'était intéressant à travers cette étude. On a réalisé que le secteur industriel c'était un petit peu le mauvais élève de tous les secteurs que l'on a pu interroger. Alors, il y a aussi l'explication derrière, secteur industriel, souvent, ce sont dans des endroits un petit peu, mais paumés, en pleine campagne, ça peut être en région parisienne, mais malgré tout en pleine campagne, et à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une voiture pour arriver jusqu'à son lieu de travail. Donc voilà un petit peu des éléments spécifiques concernant que ce soit le secteur, la taille ou la région. Je reviens donc sur ces questions que vous avez vues. Diriez-vous que votre organisme encourage l'usage de chacun des moyens de transport? Merci Olivier, j'ai vu que tu as modifié le slide et tu as bien mis les deux questions pour bien séparer, c'est gentil. À quelle heure donc entreprise, qu'est-ce qu'il en est côté salarié? Donc côté salarié, c'est intéressant de voir qu'ils entendent ce discours de l'entreprise qui leur dit ce serait bien que tu viennes en transport en commun, ce serait bien que tu prennes le vélo. Mais aujourd'hui, concrètement, les salariés, pour les 2/3 d'entre eux, c'est quand même la voiture à forte émission, donc la voiture à moteur thermique, qu'ils utilisent pour aller à leur bureau. Bien évidemment, là aussi, il y a des différences fortes en fonction de j'habite en région parisienne, j'habite en province. Pour nous tous qui sommes aujourd'hui en région parisienne, ce 66% peut paraître un petit peu étonnant. Quand vous êtes en province, non, pas tant que ça, parce qu'on va le voir plus loin. Il y a quand même des problèmes aujourd'hui de maillage, comme je vous disais, et de possibilité d'utiliser les transports en commun. Mais vous avez donc pour Île-de-France, on est quand même les champions pour l'usage des transports en commun urbains et également les champions pour la marche. En Île-de-France, on est beaucoup plus sportif qu'en province, finalement. On utilise plus la marche pour venir au bureau. En ce qui concerne la voiture, on est vraiment là sur quelque chose de très province, que ce soit la voiture à forte émission, que ce soit le covoiturage, que ce soit aussi l'autopartage. On voit que là, en province, on est sur la voiture. Alors, on fait un effort, le covoiturage, l'autopartage, on essaye de s'y mettre un petit peu aussi en province, pour écouter et suivre ce que nous dit l'entreprise, d'encourager ces modes de transport. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste quand même la voiture. Et quand on leur demande, toujours à ces salariés, très bien, mais aujourd'hui, dans le cadre de vos déplacements pendulaires, qu'est-ce qui vous empêche finalement d'aller un peu plus loin sur les transports de mobilité douce? Alors là, assez clairement, on voit, il y a un problème majeur, c'est le nom apparaît 3 fois sur les 3 premières lignes, les transports collectifs. Les transports collectifs avec une petite nuance, encore une fois, Île-de-France versus province. En province, ça va être le manque d'infrastructures existantes en transport collectif qui va essentiellement bloquer les personnes pour aller au travail en transport collectif. Ça peut se comprendre. Quand vous habitez dans certaines régions du centre de la France ou ailleurs, en effet, pas facile de prendre le transport collectif pour aller à votre bureau ou à votre entreprise. En région parisienne, on va plus être sur l'imprévisibilité des transports collectifs. J'aime bien ce mot imprévisibilité. Pour ceux qui prennent souvent les trains de banlieue, on a l'impression que souvent il y a la roue qui tourne et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir aujourd'hui comme excuse pour dire que mon train est soit décalé, soit supprimé. Donc aujourd'hui, il y a quand même une transparence un peu plus forte, il faut reconnaître, en Île-de-France sur le fait qu'il y a un manque de personnel évident pour assurer tous les trains. Mais voilà, l'imprévisibilité fait qu'aujourd'hui, je suis mère ou père de famille, j'ai des enfants, je dois rentrer absolument à telle heure pour aller chercher mes enfants à la crèche, à l'école. Je ne peux pas me permettre d'avoir des transports collectifs qui, aujourd'hui, ne me garantissent pas d'arriver à l'heure pour aller chercher mes enfants. Et pareil d'ailleurs pour le matin. Donc c'est ce qui explique un petit peu aujourd'hui ce problème un petit peu de je ne prends pas plus les transports collectifs à cause de ces éléments-là. C'est dommage, parce qu'en fait les salariés aujourd'hui, clairement, ils nous disent que
Olivier, là, c'est une question qu'on a posée à tous ceux qui prennent la voiture, les salariés qui prennent la voiture aujourd'hui. N'hésitent pas à nous dire que, oui, ils sont conscients que aujourd'hui, si ils pouvaient moins prendre leur voiture pour aller à leur bureau ou à leur entreprise, ils le feraient parce qu'en fait, je vois des bénéfices derrière. Un bénéfice pour mon budget transport, je dépenserais peut-être un petit peu moins d'argent par rapport à l'essence et puis le coût kilométrique de ma voiture. Pour ma santé physique, ça serait peut-être un petit peu mieux en effet. Pour l'impact écologique et puis également pour mon moral. Oui, en effet, je suis peut-être moins stressé en voiture. Une étude est sortie récemment, une étude européenne, je crois, qui montrait que les Français étaient quand même les conducteurs les plus impolis sur la route. Donc le nombre de gros mots qui apparaissent et le nombre d'oiseaux qui apparaissent à travers les fenêtres en France pourrait être fortement diminué avec les transports en commun. Donc il y a cette volonté de dire, cette allusion de je pourrais bien mais je peux point, c'est j'aimerais bien prendre ces transports en commun, mais voilà, aujourd'hui il y a un peu une volonté d'y aller sans pouvoir vraiment le faire. Avec une exception, il y a toujours ces petits villages gaulois, alors on n'est pas dans Astérix et Obélix, on est en Île-de-France, l'exception c'est l'Île-de-France. Aujourd'hui en Île-de-France, ceux qui aujourd'hui utilisent une voiture thermique, ou en tout cas leur voiture pour aller au bureau, ou la voiture d'entreprise pour aller au bureau, c'est plus difficile de les convaincre d'aller vers les transports en commun, leur disant que ce serait meilleur pour votre santé, que ce serait meilleur pour l'impact écologique ou que ce serait meilleur pour votre morale. En même temps, aujourd'hui, prendre sa voiture en région parisienne pour aller au bureau, il faut être déjà très motivé, parce que c'est quand même pas facile. Actuellement, toute la banlieue ouest, avec l'autoroute de l'ouest notamment, c'est particulièrement compliqué. Mais voilà, vous avez quand même ces irréductibles Gaulois qui seront toujours là à dire non, moi je continuerai à prendre ma voiture. C'est comme ça. Malgré tout, la grande majorité des Français quand même qui aujourd'hui utilisent leur voiture ont l'intention, en effet, ont cette volonté de bien vouloir passer sur les transports mobilité douce. Juste revenir sur la partie santé physique, je suis étonné par les commentages sur les franciliens. En quoi ça aurait moins d'impact positif sur enfin, je ne vois pas la formulation de la réponse par rapport à ça. Vous n'êtes pas acheté la voiture. Oui, ça. C'est ça. Derrière ces chiffres-là, il y a la mauvaise foi quand même. Oui, clairement. Non, il y a la mauvaise foi, il faut quand même le reconnaître. Enfin, de toute façon, autre chose tellement qu'il y a. Oui, c'est pour ça que c'est tellement paradoxal. Je pense qu'il y a aussi en effet, il se dit que dans le métro parisien, en fait, on respire, c'est pas Ouais. la pollution. Ça peut jouer à la handicap pour les autres mesures. Oui, tout à fait. Alors ça, j'avais pensé en effet quand j'ai vu certains chiffres en me disant il y avait peut-être ces éléments-là, et puis ces éléments pour certains micro-risques, le stress d'être dans des endroits où il y a la foule, où je vais être saoulé tous les endroits. On trouve toujours, quand on ne veut pas lâcher la voiture, on trouve toujours des excuses. Exactement. Il y a le confort aussi, le confort de ma voiture. Je peux écouter ma radio, quoi que ce soit, et je n'ai pas besoin de mettre un casque, quoi que ce soit. C'est pas la peine aussi d'avoir des gens à côté de moi qui sont au téléphone dans les transports en commun. Je suis dans ma petite bulle, isolée, etc. Moi, j'ajouterais bien, si vous voulez revenir à la slide d'avant, qu'il y a une différence avec les franciliens, c'est qu'ils sont plus honnêtes que les autres, parce qu'ils ont un vrai accès au transport public. Oui. Plus que sur le reste de la France. Alors que les autres peuvent idéaliser. Qui pourraient le faire. Donc, Ouais. s'ils disent je sais que je ne veux pas, c'est un peu l'essence de cause. Les autres parlent plus d'un mode de transport politique un peu plus idéalisé. Idéaliser, puis c'est vrai que vous avez raison. Qu'est-ce que ça me coûte de dire que j'aimerais bien prendre les transports en commun, sachant qu'il n'y en a pas, et que de toute façon, avant ça arrive là où j'habite, il y en a pour 10-15 ans, donc je suis un peu tranquille de vous dire ça. C'est alors, je suis un institut d'études, c'est les limites du déclaratif, bien évidemment. Il faut quand même toujours prendre les chiffres avec prudence. Néanmoins, même si vous avez raison sur une partie de ces 44%, il n'empêche qu'il y a quand même une autre partie de ces 44% qui nous disent que oui, ils aimeraient bien quand même s'ils pouvaient prendre les transports en commun. Je pense quand même qu'il y a un mouvement qui s'est mis en place il y a quelques années et derrière, mais bien évidemment, la structure, les infrastructures à mettre en place sont plus longues que la volonté de vouloir prendre ces transports en commun. Je poursuis. Je ne sais pas combien de temps j'ai eu, Olivier, pardon, parce que je pense que j'ai 1 heure. 3 minutes, alors je vais essayer de faire court. À travers les études que l'on a fait cette année, on a voulu tester quelques initiatives pour voir un petit peu comment les entreprises réagissaient par rapport à les salariés réagissaient à ces différentes initiatives. Là, on va surtout parler des entreprises. Je vous rassure, il y avait une vingtaine d'initiatives, je ne vais pas vous les présenter toutes, parce que sinon j'aurais beaucoup moins de monde ici.
Mais il y a quand même, on a essayé de vous les présenter en 3 catégories. Et je vous ai présenté surtout là les essentiels. Vous avez les initiatives d'abord qui touchent à la prise en charge des frais de déplacement. Vous avez les initiatives qui concernent l'organisation des politiques de déplacement et les modifications d'infrastructures. Et enfin, vous avez des initiatives qui vont impacter l'organisation du travail. Quand on a testé ces 20 initiatives, 19 initiatives, on avait posé 2 questions, une sur l'efficacité, et on s'est rendu compte que qu'est-ce qui marchait bien en termes d'efficacité sur ces initiatives. La première, c'est l'indemnisation des frais de transport dits à mobilité douce, qui sont jugés efficaces par 84% des entreprises et 75% des salariés. Première initiative qui sort en termes d'efficacité. Pas forcément étonnant, c'est quelque chose dont les gens ont déjà entendu parler. Encore une fois, on est sur du déclaratif. Les gens ont du mal à se projeter sur quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas forcément. Ils vont être plus à l'aise pour se projeter, pour en tout cas dire leurs sentiments sur des choses qui existent déjà. Typiquement, le deuxième, le remboursement de la carte de transport public au-delà des 50%. Donc on va plus loin comme initiative que ce qui existe aujourd'hui. Et là, en effet, c'est jugé efficace par 80% des entreprises et 75% des salariés. Le troisième, il va concerner l'augmentation des jours de télétravail pour limiter le déplacement, où là, il est jugé efficace non seulement par les salariés à 74%, mais aussi les entreprises. Parce que finalement, les entreprises, le télétravail, c'est quand même pas mal, non seulement pour les déplacements, mais peut-être aussi des problématiques de place de bureau. Le télétravail, ça m'arrange bien pour justement faire en sorte que... Et puis j'ai peut-être des problèmes pour recruter aussi. Donc finalement, le télétravail, on sait que c'est apprécié par les salariés, ça me permet aussi peut-être de recruter plus. Donc voilà un petit peu, si on regarde purement l'efficacité de ces initiatives, de quelques initiatives. On n'a pas pu s'empêcher quand même de vous mettre un petit mapping. Désolé pour ceux qui sont au fond de la classe, entre guillemets, sans lunettes, en plus ça va être compliqué, mais l'idée n'est pas de tous vous les lire, encore une fois, mais vous avez un cadran où on a essayé de projeter l'efficacité des mesures que l'on vient de voir avec la mise en place de ces mesures dans les entreprises. Vous avez donc 4 carrés. En haut à droite, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est quand même l'essentiel des initiatives qu'on a testées, elles sont déjà mises en place. Notamment les 3 premières dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les 3 plus efficaces sont en partie déjà mises en place aujourd'hui dans les entreprises, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En bas à droite, vous avez celles qui sont mises en place, mais n'étant pas perçues comme étant très efficaces par les entreprises. Vous en avez à minima 2. C'est l'intégration du thème de la mobilité domicile-travail dans les NAO, un autre acronyme sur lequel je vais porter une domicile tout à l'heure, plus des FMD et compagnie. Et puis la politique qui incite à prendre le train plutôt que l'avion lors des déplacements professionnels. Ça, en effet, quelque chose qui était assez simple à mettre en place. Et puis en plus, le gouvernement est intervenu pour dire que j'arrêtais maintenant de prendre l'avion pour des déplacements inférieurs à 1h30, je crois, je sais plus. En bas à gauche, elles ne sont pas mises en place, et ça tombe bien parce qu'elles ne sont pas perçues comme étant très efficaces. Donc, vous voyez quelques-unes d'entre elles. C'est surtout, en fait, pour finir sur celles qui sont en haut à gauche, que je voulais vous présenter ce mapping. Ce qui est intéressant, c'est de voir des mesures, des initiatives qui sont perçues comme étant efficaces, mais qui ne sont pas aujourd'hui mises en place dans les entreprises. Donc c'est vraiment, encore une fois, l'endroit où il y a des améliorations possibles à faire. Il y en a 2. C'est la subvention totale ou partielle si le salarié s'achète ou loue un vélo ou une trottinette. Pour la trottinette, il n'est pas inclus dedans les frais médicaux pour tous les accidents du travail, avec cet effet. Et la deuxième, qui est intéressante aussi, c'est la réaffectation de certains employés sur des sites plus près de chez eux. Bien évidemment, ça c'est possible. Pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne peuvent peut-être se permettre d'avoir différents établissements et de dire, tiens, Olivier, tu habites à Chatou, donc Opinionway a une petite agence à côté de Chatou, tu vas pouvoir travailler à côté de Chatou. Ça a marché pour Bordeaux, pas pour Chatou, désolé. Donc voilà un petit peu cette matrice de maturité. Vous aurez l'occasion de le voir dans le livre blanc. J'en avais enlevé quelques-uns aussi pour faire en sorte que ça soit un petit peu plus clair. Dernière partie, elle concerne la mise en œuvre concrète de l'écomobilité aujourd'hui dans les entreprises. Qu'est-ce qu'il en est? On se rend compte en fait qu'aujourd'hui, elle reste quand même assez lente. C'est pas un dynamisme quand même très fou. Alors, un premier élément quand même, certains fidèles connaissent déjà ce slide-là. Pour les nouveaux, c'est pour vous parler quand même méthodologie 2 secondes. Parler d'écomobilité, si on ne leur expliquait pas l'écomobilité, on pouvait avoir des divergences d'avis très différents entre ceux qui avaient compris A et d'autres qui avaient compris B. Donc on mettait ce slide-là
qui expliquait un petit peu ce que nous, on entendait par écomobilité, afin que tout le monde soit à égalité dans leur réponse. Et quand on parle écomobilité, quand on parle un petit peu importance de l'écomobilité déjà dans l'absolu, on se rend compte que l'on soit entreprise ou salarié, oui, l'écomobilité est importante. Néanmoins, en l'espèce, on voit qu'il y a un écart important entre la vision des entreprises et celle des salariés. Les entreprises, ils nous disent quoi? Ils nous disent à 78%, bah ouais, l'écomobilité dans mon entreprise, c'est super important, à 28%, et c'est assez important à 50%. Donc les plus de 3/4 nous disent oui, c'est important pour mon entreprise. Là où les salariés, on leur demande, c'est important dans votre entreprise, dans votre organisation, l'écomobilité, ouais, c'est important, mais presque 1 sur 2 en fait, hein, on tombe à 55%. Vous voyez quand même un delta de 23 points entre l'importance déclarée par l'entreprise, l'importance déclarée par le salarié. Vous voyez un premier écart là qui est encore plus intéressant quand on regarde la mise en place concrète d'une politique d'écomobilité. Vous interrogez les responsables d'entreprise, ils vont vous dire que, bah oui, bien sûr, j'ai mis en place une politique d'écomobilité à hauteur de 58%. Alors là, c'est intéressant, plusieurs éléments. D'abord, vous pourrez dire que 58%. Donc, analyse en creux, ça veut quand même dire aujourd'hui que 40% des entreprises que l'on a interrogées n'ont pas mis en place de politique d'écomobilité. On était, rappelez-vous, mi-2023. 40% quand même. C'est loin d'être négligeable, c'est pour ça qu'on parlait d'une mise en place assez lente. Et ce 58%, alors c'est en cours de déploiement, ça c'est pratique comme verbatim parce que je ne me mouille pas trop. Je peux dire que j'ai commencé à mettre en place 2-3 trucs, ça peut être peut-être juste une petite discussion avec le CSE sans aller trop loin. Il n'empêche qu'on est à 58. Quand vous regardez les salariés, là, on est seulement à 36% des salariés qui nous disent que oui, il y a une politique d'écomobilité mise en place dans leur entreprise. Là aussi, c'est intéressant parce que d'abord, un tiers des salariés nous dit que oui, il y a quelque chose mis en place. Ça monte quand même entre le 36 et le 58. Vous avez 22 points d'écart. Je suis un quantitativiste, rappelle-toi. 22 points d'écart. Donc du coup, montre que il y a un problème de communication interne quand même quelque part. Si l'entreprise nous dit qu'ils ont mis en place des choses et que le salarié nous dit bah non, il y a un souci de communication interne. Le deuxième problème aussi qu'on voit avec ce 36%, outre la communication interne, c'est peut-être aussi parce que ce qui a été mis en place ne répond pas aux besoins et aux attentes des salariés. Peut-être qu'en effet, il y a une politique d'écomobilité qui est mise en place, mais moi, quand je vois ce qui a été mis en place, d'abord, c'était peut-être un mail parmi d'autres, et de toute façon, je n'étais pas concerné parce qu'ils ont mis quelque chose, ils ont remplacé la flotte de véhicules de l'entreprise par du électrique, sauf que moi, je n'utilise pas la flotte de véhicules de l'entreprise, par exemple. Donc vous voyez, il y a ces deux éléments qui expliquent un petit peu aussi le fait qu'aujourd'hui, vous avez 2/3 des salariés qui nous disent que bah, non, ils n'ont pas l'impression qu'il y ait une politique d'écomobilité mise en place dans leur entreprise. Un sujet quand même un peu inquiétant. Je pense qu'il y a un sujet aussi quand même de conduite du changement des salariés. Je suis d'accord avec vous que peut-être que le plan d'action proposé par l'entreprise ne correspond pas aux attentes des salariés, mais il y a aussi des salariés qui ne vont pas dans le mouvement qui est proposé par l'entreprise. Enfin, chez nous, on a l'exemple, j'interviendrai plutôt sur l'aménagement de nos autoroutes, mais au titre de notre entreprise, on verdit énormément notre flotte de véhicules. Je peux vous assurer qu'on a plein de salariés qui nous expliquent pourquoi ils ne peuvent pas rouler dans un véhicule électrique, alors que nos grilles de véhicules de fonction ou de nos véhicules de pool sont à 70% avec des véhicules électriques. Mais non, je vais garder mon véhicule thermique. Alors, je vous remercie parce que vous faites une super transition pour le slide suivant. Parfait. Parce qu'en effet, vous avez raison, l'idée c'est de savoir pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de dynamisme et pourquoi c'est aussi compliqué de mettre en place cette politique d'écomobilité. Donc, une question parmi d'autres était de savoir quels sont les 3 principaux freins auxquels votre organisme peut être confronté dans le cadre du développement de l'écomobilité. C'est intéressant, je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est une question qu'on a posée depuis le début, depuis 2019. Donc on a un historique et je vais vous faire un petit historique tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le top 3, que vous soyez entreprise ou salarié, est le même. L'entreprise, elle va dire, d'abord c'est un problème des collectivités. Les collectivités locales, aujourd'hui, ne mettent pas en place les infrastructures qu'il faut pour que mes salariés puissent passer au transport public, à l'écomobilité. Et donc, ce qui est intéressant, sur les entreprises, je vous parlais d'historique, vous avez 41% des entreprises nous disent que c'est quand même la réticence des salariés. Ce 41% en 2019 était de 67%. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, les entreprises,
il y a quand même 41%, et vous avez raison, c'est beaucoup, mais on a quand même gagné 26 points en 4 ans d'entreprises qui reconnaissent que les salariés, quand même aujourd'hui, font un petit effort pour essayer de changer un petit peu leurs habitudes. Côté salarié, on parlait tout à l'heure un petit peu monsieur, vous parliez un petit peu d'honnêteté, on se rend compte quand même que 50% des salariés reconnaissent qu'aujourd'hui ils ont du mal à changer leurs habitudes. Donc c'est un peu rassurant de se dire qu'on fait un métier où finalement peut-être qu'à travers des études on dit un peu quand même la vérité. Donc 1 sur 2 nous dit non, c'est vrai que j'ai un peu du mal à changer mes habitudes, je reconnais. Et puis il y a aussi le manque d'infrastructures. On y revient, on a interrogé des entreprises, on a interrogé des salariés. Ce qui est intéressant, c'est du coup de voir ce qu'il en est du côté des collectivités, puisqu'on commence un petit peu à le montrer du doigt depuis un bout de temps sur le problème manque d'infrastructure. Et qu'en est-il des collectivités? Les collectivités, c'est intéressant, il y a 3, je dirais, tendances fortes qui dessinent des collectivités. D'abord, c'est très contrasté au niveau des collectivités, il faut reconnaître. Après, les collectivités en soi sont déjà compliquées. Hein. Mais vous avez une prise de décision et un déploiement des politiques hétérogènes selon les collectivités territoriales. Oui, c'est vrai. Selon là où vous habitez, les finances ne vous permettent peut-être pas de mettre en place les infrastructures de transport public. Et puis, le deuxième point, c'est aussi politique. Je suis de gauche ou de droite, je vais peut-être avoir une volonté plus ou moins forte de vouloir développer une piste cyclable pour aller de point A au point B, ou de mettre en place, encore une fois, des transports à mobilité douce. Le deuxième, c'est la connaissance et visibilité limitée des solutions d'écomobilité. Alors là, on pourrait presque reprocher aux collectivités un manque de motivation, un manque de curiosité, un manque de connaissance justement de tout ce qui pourrait aujourd'hui exister. Eux nous disent, ouais, mais il n'existe pas grand-chose aujourd'hui. Et il n'existe pas grand-chose, et très lié au troisième, qui est la perception d'un manque d'accompagnement de la part de l'État. Alors ça, c'est intéressant, je vais être très provocateur, cette discussion, si ça enregistre, on arrive aux élections européennes. Ce que vous voyez écrit en dessous, un manque de constance dans les décisions et de cap perçus comme clairs. Un manque d'implication concrète avec un État qui s'avère peu force de proposition. Une absence d'aide financière suffisante pour que les collectivités puissent mettre en place toutes leurs actions. Je vous parle d'écomobilité, on peut remettre d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même qui est souvent mis en avant. Quel que soit, en effet, on trouve qu'on a un gouvernement qui a fait des effets d'annonce, mais derrière, ça ne suit pas. Et là, les collectivités, sur l'écomobilité, les transports publics, les transports en commun notamment, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent non, mais c'est bien, ok, très bien, je voudrais, mais qu'on soit aidé un petit peu par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu le point de vue collectivité. Pour finir, j'espère que je n'aurai pas été trop long pour toi, Olivier. Olivier voulait absolument placer le concept de Pierre Pertout sur le risque de triangle de l'inaction. Et c'était quand même très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a interrogé ces 3 cibles. Qu'en est-il? Il y a un petit peu c'est pas de ma faute, c'est un peu la faute de l'autre. Les salariés, ils nous disent, oui, moi je voudrais bien, mais ce sont les collectivités territoriales et les entreprises qui ont le rôle le plus important à jouer dans le développement de l'écomobilité. C'est pas juste une phrase que je vous sors, il y a des chiffres derrière, vous le verrez dans le livre blanc. Donc les salariés rejettent un petit peu la faute sur collectivités territoriales, je vais y arriver, et entreprises. Les entreprises, eux, ils rejettent un peu la faute sur collectivités territoriales. Ce sont les collectivités qui ont le rôle le plus important à jouer, c'est à eux de mettre en place les transports en commun qui vont faire que mes salariés demain, ou la piste cyclable qui va faire que mes salariés demain pourront venir. Et les collectivités territoriales, elles disent, d'accord, mais le développement de l'écomobilité, encore, faut-il qu'il y ait un peu moins de résistance au changement des collaborateurs, ce que vous disiez. Ils ont tous un petit peu raison, finalement, en quelque part aussi. C'est ça le problème. Mais d'un triangle, je vais quand même le faire, mon truc, qui était que, au départ, je voulais parler de triangle de l'incitation. En fait, normalement, vous avez 3 catégories de population comme ça. Si on travaille en toute intelligence, il y a au contraire un émolument, voilà, merci, qui se met en place et qui fait que finalement les salariés vont être motivés, les entreprises voient que les salariés sont motivés, mettent en place des solutions, et les collectivités territoriales sont encore plus actives pour mettre en place des solutions. Mais là, c'est complètement l'inverse, et on est donc sur le risque de triangle de l'inaction. Transition pour toi, Olivier, je te laisse. Du coup, on en vient aux recommandations du livre blanc. Comme je disais, il y a 2 parties dans nos recommandations. Une première partie qui est sur l'ambition, l'impulsion pour encourager le mouvement. Vous voyez, il y a
il y a ce risque de triomphe de l'inaction, le fait aussi qu'on déplore peut-être pas assez d'action de l'État, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de voir comment demain on peut encore encourager davantage le mouvement. Avant d'inviter donc nos différents intervenants, donc je voulais juste revenir un peu sur les recommandations du livre blanc. Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus détaillé évidemment dans le document. Je ne voulais pas vous faire une présentation de 20 minutes sur chacune de nos recommandations, donc je vais aller assez rapidement. Et je vous invite évidemment à lire ensuite le livre blanc. Juste, donc par rapport au dispositif, on est reparti vraiment de la loi d'orientation mobilité, donc 2019, même âge que Ecomob. Et donc rappeler un peu sa finalité. Donc la finalité de la loi d'orientation mobilité, c'est d'améliorer les déplacements du quotidien pour tous les citoyens. Ce côté tous les citoyens est très important et dans tous les territoires. Donc il y a ce côté très universel du déploiement de l'écomobilité, grâce au transport plus facile, moins coûteux et plus propre. Il y a 3 piliers. Donc il y a l'investissement dans les transports du quotidien, la facilitation également et l'encouragement au déploiement de nouvelles solutions, et puis également l'engagement à une transition vers une mobilité plus propre. On s'est en fait attardé sur, donc il y a évidemment plusieurs volets dans l'homme et qui a aussi évolué, etc. On s'est attardé sur 3 dispositifs qui étaient phares pour nous structurants. C'est donc le FMD, l'obligation de verdissement des flottes et les zones à faible émission. Et l'idée, c'est on a comparé donc l'ambition initiale avec le résultat à date évidemment en fin 2023, début 2024. Alors, dans les leviers qu'on a pu identifier et donc les recommandations qu'on a pu voir, il y a en fait 2 niveaux. Donc il y a des choses qui sont finalement similaires, enfin, des leviers qu'on devrait actionner donc de façon qui sont communs à ces différents dispositifs. Et puis il y a des leviers qui sont spécifiques évidemment à chacun des dispositifs et sur lesquels on s'est attardé donc dans le livre bleu. Donc si on en vient, juste je vais revenir sur les trois au slide précédent. Les 3 dispositifs, je rappelle un peu finalement les 3 dispositifs et où on en est aujourd'hui. Sur le FMD, donc l'idée c'est de dire que donc l'employeur peut contribuer financièrement aux dépenses inhérentes aux moyens de transport écologique de leurs salariés. Donc il y a un côté privé où on peut aller jusqu'à 700 € par an, même 800 € dans certains cas, et puis le côté public où on est jusqu'à 300 €. Et donc ça touche beaucoup de mobilité, vélo, etc., covoiturage, autopartage, etc. C'est basé sur l'attestation sur l'honneur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le FMD, qui a quand même eu pas mal de communication autour du FMD, etc., a été aujourd'hui déployé dans 29% des organisations du secteur privé, avec une moyenne de 420 €, et 36% des organisations du public. Donc on voit qu'on reste encore sur un niveau de déploiement qui peut être optimisé. Ce qu'on voit, c'est que c'est un dispositif qui s'avère aujourd'hui peu contraignant, et puis parce qu'il n'est pas obligatoire, et finalement chaque entreprise peut ou pas le déployer. Et ce qu'on a pu voir, alors c'est dans une autre étude qui a été conduite par Ecodev et OpinionWay, et VID, c'est qu'il y a toujours une méconnaissance du dispositif, même si on en a beaucoup entendu parler. Il y a aussi un manque d'utilité perçu. Il y a quand même 2 entreprises sur 5 qui disent que c'est un dispositif qui n'est pas utile. Et puis il y a clairement une résistance au changement qui est anticipée par les entreprises vis-à-vis des collaborateurs. Sur le verdissement de la flotte, on voit que donc il y a évidemment le fait de devoir s'engager, enfin que les entreprises doivent s'engager à avoir un certain pourcentage donc, de véhicules propres. Et il y a le fait aussi de rendre ces chiffres publics. On voit finalement, et donc Stéphane en a parlé, qu'on n'est pas forcément sur aujourd'hui un déploiement qui est optimal par rapport à ça. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait qu'on n'ait pas plus de voitures propres. Il y a les incertitudes sur la maîtrise des coûts, il y a toutes les questions d'autonomie, on sait, les questions d'équipement, de recharge, etc.
Il y a un flou réglementaire aussi qui est un manque finalement de vision long terme. Il y a des difficultés aussi qui ne sont pas uniquement du côté de l'entreprise, mais par exemple chez le salarié pour s'équiper également, par exemple en borne de recharge. Et puis il y a un manque clairement de gestion de changement, et on sait, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a des freins clairement aussi chez les collaborateurs par rapport à ce changement. Sur les ZFE, alors les ZFE, donc il y avait 10 métropoles aujourd'hui qui avaient été inclus dans le dispositif. Après, on a élargi aux villes de plus de 150 000 habitants avec un calendrier qui était très strict, ambitieux. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces villes qui avaient été incluses dans la ZFE, il n'y en a que 2 qui maintiennent le calendrier initial, séparé. Toutes les autres, on a ajusté, etc. Donc là, clairement, il y a encore des questions qui se posent, notamment sur le fait, qui était le point de base de ZFE, d'allier la transition écologique et la justice sociale. C'était pas évident, ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de méconnaissance, il y a des problèmes clairement de pédagogie, même si le dispositif incluait beaucoup de pédagogie. Et puis clairement, il y a eu un manque de stabilité dans les dispositifs déployés. Donc sur cette base-là, on s'est dit, et sur ce constat, on a formulé donc plusieurs recommandations. Donc des recommandations d'abord qui sont, comme je vous le disais, communes à ces dispositifs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une question toujours d'harmonisation donc des subventions, et puis le fait de les rendre peut-être plus obligatoires. Vous voyez, clairement, la question se pose sur le FMD. Donc l'idée, c'est de se dire que il faut peut-être s'aligner sur une fiscalité qui repose plutôt sur l'émission des gaz à effet de serre, qu'il faut aussi que les avantages soient défiscalisés, et là ça pose une question, la question des avantages qui restent fiscalisés, et peut-être aussi allier, pas uniquement sur l'unimodal, mais d'être sur le multimodal. Il y a la question de l'accessibilité, clairement, qui se pose, pour permettre à tous, vous voyez, c'était le point de départ de l'homme, de le rendre accessible à tous, pour tous les budgets, dans tous les territoires, et ça, clairement, la question sociale, c'est une grosse question, et on voit typiquement les ZFE, et pas que, enfin, le dispositif de verdissement, etc., pose des questions aujourd'hui d'accessibilité. Il y a également tout ce qui est sensibilisation et éducation, où on se dit qu'il faut vraiment faire évoluer les mentalités, qu'il faut en faire une cause qui soit beaucoup plus priorisée, voire une cause nationale, et de vraiment soutenir les différents acteurs dans la communication et la sensibilisation qu'ils font, avec, et on le voyait tout à l'heure, ce qui est très efficace, c'est tout ce qui est dispositif fiscal, et de mettre plus en valeur les dispositifs fiscaux. Il y a également donc, tout ce qui est le dialogue entre parties prenantes. Vous voyez qu'il y a quand même ce triangle possible de l'inaction, et il y a beaucoup de choses, et on en parlera tout à l'heure avec certains des intervenants, qui peuvent être faites de façon très concrète dans le dialogue entre les parties prenantes. Et puis clairement, plus d'informations sur l'offre, et encore une méconnaissance de l'offre, et ça, il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, ce sont les 5 points sur lesquels on pousse dans le livre blanc. Et puis, il y a ensuite, sur chacun des dispositifs, des recommandations qui sont, on va dire, qui sont spécifiques, mais qui reviennent toujours à la même question du cadre légal, de l'infrastructure et de l'amélioration des équipements et des services. Pour le FMD, clairement, il faut simplifier tous les dispositifs existants. Il faut arriver à les regrouper au sein d'un même budget, voilà, pour rationaliser les choses. Il faut passer d'un régime facultatif à un régime obligatoire. Et puis il faut essayer d'élargir au maximum, et justement ça le rendra plus universel, le FMD, pour même vers d'autres modes de mobilité, par exemple le coworking de proximité, etc. Donc c'est pas forcément de la mobilité active. Donc il faut vraiment poser la question de la mobilité de façon plus large. Il y a évidemment tout ce qui est infrastructure, où on n'a pas assez poussé tout ce qui est intermobilité, donc ça c'est quelque chose à pousser. Essayer aussi de rendre le FMD pas forcément propre à une entreprise, essayer d'avoir des dispositifs qui sont plus multi-entreprises et inter-entreprises pour avoir des solutions partagées
Et évidemment, il y a tout un travail à faire sur les infrastructures, que ce soit cyclables, stationnement, etc., sur lesquels on insiste dans le livre blanc. Et puis, il y a également sur les équipements et les services, alors on parle justement tout ce qui est offre, donc à des horaires un peu décalés, etc., tout ce qui est ponctualité également, fréquence, et puis il y a également donc, pas mal d'offres à pousser sur lesquelles on insiste dans le livre blanc. Pour ce qui est du verdissement, clairement, pareil, il y a encore cette idée de simplifier les règles fiscales et de rendre encore de façon plus claire, de rendre plus claire l'incitation au passage à un véhicule à faible émission de façon individuelle. Donc, notamment l'alternative crédit mobilité, le fait de la défiscaliser pour apporter beaucoup de choses. Il y a également évidemment tout un travail, je ne vais pas insister dessus, puis je pense que Véronique en parlera tout à l'heure, à faire et qui est déjà fait beaucoup sur tout ce qui est infrastructure évidemment, bornes de recharge, etc. Mais également, et c'est sur le côté service, c'est pour ça qu'on en revient, sur tout ce qui est interopérabilité. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel tout le monde travaille et qu'il faut encore continuer évidemment à pousser pour qu'on simplifie les choses. Et puis sur les zones à faible émission, clairement, le fait de faire, d'avoir une définition, enfin une stratégie de gouvernance plus claire, et puis après ça pose aussi des questions aux infrastructures sur toujours comment pousser aujourd'hui les parkings relais, etc., tout ce qui est multimodal, les voies dédiées au transport partagé, donc pour arriver à encore les encourager davantage. Il y a également d'autres questions qu'on pose dans le livre blanc, sur lesquelles je n'insisterai pas forcément parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur l'éco-conduite, sur aussi encore comment pousser davantage l'innovation et le faire savoir au niveau de l'éco-mobilité. Tout ce qui est pas transport, aussi de se dire, c'est bien de faire des choses locales, mais il y a aussi le fait de simplifier aussi les choses inter-zones, et ce qui a été fait en Allemagne après, avec beaucoup de réussite et beaucoup aussi de questions. Le fait d'avoir un pass national au niveau des transports en commun, etc., c'est sûr que ça ouvre, par exemple, des axes de réflexion. Tout ce qui est rétrofit, au-delà de pouvoir transformer aussi l'existant, notamment les voitures thermiques, en véhicules plus propres, c'est un sujet. Et évidemment, tout ce qui est attractivité des transports. Voilà, il y a pas mal de points sur lesquels on insiste dans le livre blanc. Et voilà, donc je voudrais inviter du coup nos trois intervenants. Donc Véronique, qui est directrice de clientèle chez APRR, Alphonse, qui est là et qui a lancé donc l'association pour la décarbonation, l'Alliance pour la décarbonation de la route, et Xavier, qui est psychologue social, qui justement a beaucoup parlé des changements de comportement, donc ça va être un point très intéressant. Donc Véronique, alors je sais si ça fonctionne. On est ravis de vous recevoir. Donc également. Alors APRR, donc ça fait 2 ans et parmi nos sponsors actifs, et on sait que vous êtes vraiment sur ces 3 sujets en fait, les 3 sujets qu'on a abordés, qui sont le FMD, le verdissement des flottes, les ZFE. Donc on est ravis d'écouter votre témoignage sur ces sujets. Alors, en tant qu'aménageur en fait, d'infrastructures autoroutières, je vais peut-être plutôt parler de la partie infrastructure, enfin verdissement des flottes ou notamment les zones à faible émission, puisque nous on va être en amont et notre aménagement en fait en amont peut aussi permettre d'accéder à ces zones. Mais il est vrai que ces dernières années, on a tenté et on a surtout réalisé des changements dans nos aménagements. Alors je vais vous citer quelques exemples. On a été assez précurseurs et les premiers à mettre en place des voies dédiées au covoiturage. Nous en parlions tout à l'heure avec une signalisation toute nouvelle et qui parfois on peut se dire mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai droit ? Pas droit d'y aller. Là, on est en plein dans les phases transitoires et de conduite du changement. Donc des voies dédiées au covoiturage ou aux véhicules propres. Également des voies dédiées au transport collectif. À Grenoble maintenant depuis quelques années. Il est vrai qu'on a fait un très gros aménagement de l'entrée de Grenoble, où on est allé même plus loin. On est gestionnaire d'infrastructures autoroutières, donc on pense avant tout à la voiture. Je suis désolée, mais oui,
on voit que la voiture est encore utile. Mais pour le coup, dans une zone très urbaine, on a aussi développé des voies piétonnes, des voies vélos autour de l'autoroute. Là, nous venons de gagner une nouvelle concession, toujours en Haute-Savoie, et on équipe le long en fait, de l'autoroute une voie vélo. Donc on voit bien qu'on a cette mixité de transport. Et puis je vais bien évidemment m'arrêter... alors les parkings de covoiturage également, hein, on a attaqué ça depuis une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a à peu près 8000 places de covoiturage, donc aux abords des diffuseurs. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'à 95%, le taux d'occupation est très très élevé et on atteint pratiquement 100%. Puis je vais peut-être m'attarder en fait sur les bornes de recharge électrique parce que vous en avez tous entendu parler. On a eu l'obligation, même si depuis 2014, tous les autoroutiers ont débuté avec le plan Corridor à installer des bornes de recharge électrique, mais au 31/12/2022, nous avons eu l'obligation d'équiper toutes nos aires de service, donc sur les réseaux principalement APRR et AREA que nous opérons. Donc on a une centaine d'aires de service. Donc à ce jour, nous avons 800 points de charge à haute puissance. Donc ça a été un véritable enjeu parce que vous êtes sur du domaine public autoroutier, donc ça engage beaucoup de procédures administratives et nous avons rempli ce challenge. Donc au 31/12/2022, on a proposé plus de 800 points de charge à tous les automobilistes. Nous allons continuer. Actuellement, nous sommes en concertation, en discussion avec l'État pour écrire un schéma directeur à la fois des stations de recharge électrique VL, mais également PL. C'est assez complexe parce que finalement, on a plein d'incertitudes et toutes les hypothèses, elles ont une sensibilité extrêmement forte. Et la vraie question, c'est comment va évoluer la part de marché des véhicules électriques. Vous m'auriez interrogé il y a 6-8 mois, j'aurais été hyper euphorique. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. On s'aperçoit que le marché est en train un peu de se ralentir, que l'hybride essence est en train de prendre. Donc voilà. Donc tout ça, ces hypothèses-là, elles nous font poser beaucoup de questions parce que on peut imaginer un nombre de points de charge, mais il ne faut pas non plus qu'on imagine trop d'investissements non productifs parce que économiquement, pour les opérateurs qui viennent sur nos aires, à qui nous sous-concédons du domaine public autoroutier, il faut quand même qu'ils trouvent une certaine rentabilité économique. L'idée, c'est pas à un moment donné de mettre plein de points de charge de partout et puis de les fermer. Donc il faut qu'on ait un schéma directeur le plus progressiste possible, à mon sens, mais il faut quand même prévenir l'avenir. Alors peut-être qu'on peut avoir 2 schémas directeurs, un schéma directeur en fait pour les points de charge, et puis un schéma directeur pour le raccordement. Ça, c'est un autre sujet. Parce que nos aires, elles sont un peu... on pense qu'elles sont autour de l'autoroute, donc il y a de la vie. Mais non, la plupart du temps, elles sont quand même au milieu de la campagne. Et c'est pas évident, en fait, pour amener beaucoup d'électricité. Parce qu'on parle du VL. Donc là, actuellement, on est en moyenne à 2 MW de livraison d'électricité. Mais quand on va parler du PL, c'est plus du tout la même chose. Hein. On va arriver sur du 5, du 10, voire plus. Et là, ça complique les choses. Et peut-être que les autoroutiers, en tant qu'aménageurs de ces infrastructures autoroutières, on peut vraiment travailler là l'aménagement et le raccordement avec Enedis, voire RTE, jusqu'à 2035, 2040, voire 2050, parce qu'on a aussi un vrai problème de foncier. C'est comment, sur des aires de service qui existent, je mets en place ces stations de recharge électrique, mais je vais devoir gérer la transition parce que je vais aussi avoir des véhicules thermiques. Donc les places pour les véhicules thermiques, il faut que je les garde. Mais j'ai aussi les véhicules électriques. Donc là, c'est très compliqué. Et comment je garde mes stations pétrolières, mais que j'ajoute des stations de véhicules électriques pour les VL, pour les poids lourds? Voilà. Est-ce que les poids lourds vont vraiment avoir besoin de stations à haute puissance? Ou finalement, ils vont se recharger la nuit? Puis finalement, la nuit, j'aurai moins de véhicules électriques. Donc la puissance que je fais amener, je vais faire un mixte, en fait, une sorte de foisonnement entre le véhicule léger et le poids lourd électrique. Voilà toutes les questions que nous avons et les choix que nous sommes en train de faire avec l'État. Et ensuite, des vraies questions économiques. Qui finance tout ça?
On voit très bien en fait que l'État a de moins en moins d'argent. On le voit notamment sur des décisions budgétaires. Il est vrai que sur l'équipement que nous avons réalisé au 31/12/2022, il y a eu quand même 100 millions, des subventions équivalentes à 100 millions d'euros pour les opérateurs. Donc ça a aussi accéléré la mise en place. Là, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de subventions. Donc il y a des vraies questions de comment on finance tout ça. Je ne sais pas si j'ai été trop bavarde ou pas assez. C'était parfait. Mais je peux encore dire plein de choses sur la qualité de service, etc. C'est vrai que je comprends sur le véhicule électrique, ce que disait monsieur tout à l'heure, sur l'impact sur la productivité. Bien évidemment, de trouver une borne qui fonctionne. C'est des nouvelles technologies qui sont très électroniques. Et c'est vrai que nous aussi, on surveille énormément les SLA sur nos aires de service et sur les bornes. Et c'est une vraie complexité. Merci Véronique. Alors, Alphonse, vous êtes secrétaire exécutif et cofondateur, c'est ça, de l'Alliance pour la route décarbonée. Donc vous accompagnez quand même, vous êtes dans le dialogue avec les collectivités territoriales, les entreprises, avec ce but d'impulser, coordonner, encourager donc l'adoption de comportements responsables. Et vous présentez comme une plateforme d'échange pour sensibiliser et agir. Donc c'est complètement très en ligne avec Ecomom. Voilà. Est-ce que celui-là marche ? Oui. Merci Olivier. Juste un tout petit mot de cette alliance qui effectivement qui rejoint à peu près tout ce qui a été dit ce matin. Elle est partie du constat que la plupart du temps qu'on parle de décarbonation des transports, que ce soit de véhicules diesel ou non, ou de modes actifs, vélo, marche à pied, etc., la plupart du temps, tous les transports sont évoqués de façon très négative. C'est la hausse du temps de trajet, la hausse des coûts, le manque de place de stationnement, le danger du vélo, la difficile cohabitation de tous les modes en ville, les métros bondés, etc., etc. Vous le connaissez autant que moi. Et on est parti il y a quelques mois de l'idée qu'on avait forcément des solutions, et surtout des solutions qui sortaient un peu de Paris et l'Île-de-France, et qu'ensemble, avec la plupart des acteurs de la mobilité, des autoroutiers, concessionnaires automobiles, l'association pour le vélo, la marche, les collectivités, syndicats, ONG, etc., l'idée était de rassembler autant d'acteurs influents sur ce sujet et de dépassionner les débats et de montrer les solutions qui fonctionnent, de faire parler les élus pour dire combien ça coûte, qui les utilise, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et on insistera aussi sur évidemment ce qui marche pas. Et on travaille, on est bientôt une centaine de membres, présidés par François Gémen et quelques chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. L'idée est de souligner toutes les solutions qui peuvent fonctionner. Et on a commencé à travailler sur le véhicule électrique et les ZFE justement avec nos 7-8 collectivités qui sont parmi nous, d'échelle régionale ou d'échelle locale. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens de nos membres ou de terrain avec qui on a pu travailler nous rappellent que la ZFE était au tout début, dans les premiers mois, un dispositif de santé publique sur la qualité de l'air en ville. Et en fait, très très vite, le thème transport a été forcément intégré. Et très vite, c'est devenu une mesure, quand on exagère un peu, du ministère des Transports et une mesure mobilité. Et on voit le traitement dans la presse, les premiers articles ZFE, c'était les rubriques santé. Maintenant, les papiers ZFE, c'est uniquement les rubriques transport, voire parfois un peu économie, puisqu'il y a des questions d'entreprises qui s'adaptent, d'artisanat, logistique du dernier kilomètre. Et à mon avis, le glissement est assez naturel, il est important, mais ça montre que le sujet des transports englobe à peu près tous les sujets. Et dès lors, vous parlez de santé publique, d'industrie, de logistique, d'habitude, voire de sociologie, de placement personnel, vous avez les transports au cœur du sujet. Et ceux qui ont regardé l'espèce de débat d'hier du Premier ministre et de candidat RN, très vite, un peu sorti de nulle part, la question de la voiture électrique, la question du déplacement arrive. Et en fait, dans tous les candidats aux élections européennes, c'est un peu la même chose. Ce qu'on a vu, nous, sur les ZFE, c'est une grande inquiétude de la plupart des élus, mais surtout des entreprises qui sont concernées, un peu moins des particuliers, pour deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait ? En fait, vous avez 3-4 situations. Comme dit Olivier, il n'y a que 2 villes qui tiennent à peu près leur calendrier. Je dis à peu près parce qu'il y en a beaucoup qui soit décalent le calendrier, soit conservent le calendrier mais annulent toute forme d'amende ou de contrôle. C'était le cas à Nice, par exemple. On dit le calendrier ne change pas, mais on ne va pas faire de contrôle tout de suite. Donc, ça revient quand même à délayer beaucoup le calendrier. Et puis, il y en a carrément qui annulent tout en disant on verra plus tard. L'idée n'est pas de juger si c'est bon ou pas, on sait que c'est très difficile. Mais le message renvoyé aux entreprises,
souvent des plus petites entreprises qui doivent s'adapter, qui doivent adapter leur budget, le plan d'investissement pour verdir la flotte, pour essayer de changer un peu les trajets de véhicules, pour s'assurer que si on n'a qu'un véhicule sur deux qui est électrique, il roule un peu moins pour qu'il y ait le temps de recharger, etc. Bref, en quelques années, depuis fin 2019-2020, on demande à tout ce territoire et cette maille de s'adapter. Et 3-4 ans plus tard, on dit attendez, peut-être que le calendrier va bouger. C'est un peu ce qui se passe dans une autre échelle sur le marché électrique européen avec la date de fin de vente des véhicules thermiques neufs en 2035 qui normalement devrait tenir, mais tout ce débat vient aussi dire que si jamais ça ne tient pas et que la date est décalée, qu'est-ce qu'on fait de tous les investissements et toutes les adaptations qui ont été faites jusque-là? Et donc je crois que ce qu'on repère nous, et on sortira des premières conclusions juillet ou début septembre en évitant l'espèce de polarisation transport de l'été avec les Jeux Olympiques, le message général est quand même assez délétère, alors que d'un point de vue de qualité de l'air, les ZFE n'ont aucun doute, le constat est à chaque fois implacable. Les ZFE, que ce soit dans d'autres pays européens, en Italie, en Angleterre, voire quelquefois en Allemagne, la qualité de l'air s'améliore quasiment d'une année sur l'autre. Donc le sujet n'est plus de débattre de l'intérêt de cette mesure, mais de l'accompagnement. Et on voit la sensibilité au marché des véhicules électriques particuliers. Dès lors que les pays européens, les gouvernements baissent les aides, le marché tient encore très mal. C'est encore un marché qui est très dépendant de l'aide. La France, heureusement, se place plutôt bien, même si le bonus a baissé de 1 000 €, mais la plupart des ménages vraiment en situation plus précaire, mobilité, ont encore accès à un bonus de 7 000 € assez conséquent. Mais on voit l'Allemagne, qui a baissé très récemment son bonus écologique à l'achat de véhicules thermiques, de véhicules diesel, électriques. Les ventes s'effondrent assez vite. Donc ça, c'est une question qu'on retrouve aussi bien pour les salariés que les particuliers, c'est la facilité de l'équipement et le coût. Et il y a une deuxième mesure, moi, que je trouve très intéressante et qui peut être une réponse à ce fameux triangle de l'impossible et qu'on ne sait pas encore régler. Dans la plupart de nos membres nous montrent, que ce soit pour des marcheurs, des cyclistes, du car express sur route ou autoroute, des voitures électriques, covoiturage, à peu près tous les modes. Et on n'a aucune religion dans notre alliance. Nous avons des autoroutiers, des énergéticiens, la SNCF, des ONG. Enfin, le but est de trouver ça ensemble. L'infrastructure est à chaque fois une réponse. L'idée n'est pas de se dire est-ce qu'il faut d'abord développer l'infrastructure et ensuite le service. C'est un peu l'œuf ou la poule. La plupart des pistes cyclables aujourd'hui en France, vous développez une piste cyclable bien sécurisée. Quelques mois après, vous voyez qu'il y a de plus en plus d'usagers. Des gens qui ne pensaient pas forcément au vélo et qui trouvent qu'il y a un réseau assez pratique. Et on y va, Paris est un très bon exemple, mais il y a beaucoup de zones rurales ou peu denses qui ont aussi l'effet. Il y a d'autres sujets où c'est plus compliqué. Vous mettez des autobus express sur autoroute ou non. C'est 7 à 8 ans pour développer une vraie voie dédiée, très bien installée, avec toutes les autorisations, etc. On ne pourra pas attendre au moins 5 ans dès lors qu'il faut le développer. Donc surtout, n'attendons pas la voie dédiée pour développer le service. Une fois que le service est très bien installé, bien fréquenté et surtout bien identifié, alors la voie dédiée sur autoroute ou non est hyper avantageuse. Et je crois que la réponse par l'infrastructure, pour évidemment l'immense sujet des bornes de recharge, le sujet aussi du covoiturage, le financement, le petit coup de pouce économique pour financer le plein, partager, les questions d'assurance, etc., de véhicules, comment fonctionne. Mais dans toutes les études qu'on a menées et qu'on va sortir dans quelques mois, le gros sujet qui fait bouger les habitudes, c'est l'infrastructure. Et les gens à Montpellier, vous avez des gens à Bordeaux, vous avez des gens près de Lyon, qui peuvent faire des détours sur leur trajet parce qu'ils savent que sur le parking de covoiturage, on peut se garer, on peut mettre une voiture tranquillement toute la journée, s'arrêter 3 minutes, finir un coup de fil, prendre une voiture du collègue et y aller. En fait, l'infra est une très bonne réponse à tous ces sujets-là, pas uniquement bien sûr, mais une très bonne réponse. Et je crois qu'elle participe aussi au fameux schéma directeur. Il y a un côté visible, tangible. Dès lors que vous avez une voie réservée, quand vous êtes covoitureur, vous voyez les bouchons à droite, les gens tout seuls dans la voiture et que vous pouvez avancer, vous n'allez pas gagner 2 heures, mais un petit quart d'heure déjà, ça change tout et vous comprenez très bien l'avantage de faire ça. Le petit coup de pouce économique viendra effectivement aider après. Dès lors que vous voulez prendre un autobus express, abandonner votre voiture sur des sujets bien identifiés, domicile-travail, des trajets assez fréquents, si vous allez dans votre arrêt de bus en zone peu dense où les horaires sont effacés par la pluie, on ne sait pas tellement quand le bus passe, et de toute façon le panneau qui donne les horaires ne marche plus très bien, vous faites une fois l'expérience et vous n'allez plus jamais reprendre le bus. Dès lors qu'on a une vraie gare avec un petit coin où s'abriter, on peut faire réciter sa leçon de maths à sa fille, on avait un de nos élus qui nous racontait ça, que l'arrêt de bus servait souvent, qui n'était pas loin de l'école, de dernier test avant interro. Là, on a une infrastructure qui est très crédible et qui permet de faciliter les usages. Et peut-être un dernier point, en discutant avec toi Olivier hier ou avant-hier sur cette petite table ronde,
J'ai fait passer un message à toutes nos entreprises de notre alliance, qui sont à peu près une quarantaine, grands groupes, start-up ou moyens groupes, en leur posant la question du forfait mobilité durable. En disant, est-ce que vous l'avez mis en place? Comment vos salariés, que vous soyez 15 ou plusieurs milliers, comment c'est perçu, comment ça marche? Et la plupart des entreprises étaient au courant. Il y a quelques sujets dans les startups où c'est encore un format qui est évidemment plus difficile. Surtout que les startups, c'est intéressant, sont très souvent urbaines, très centrées, et donc il y a moins de sujets de difficulté d'accès au transport en commun. Les grands groupes sur site, parfois en entrée de ville, ont là évidemment ce sujet-là. Et la plupart des gens, et ça rejoint ce que tu disais sur la cohésion, nous disaient aujourd'hui dans tous les grands groupes, c'est soit on vous finance une partie du Pass Navigo ou une partie du forfait mobilité durable, on ne peut pas tout avoir. Et donc il y a des gens qui auraient bien volontiers un petit coup de pouce pour un vélo électrique ou si covoiture, une partie de l'essence ou la place de stationnement qui est payée. Mais la priorité, c'est d'avoir un transport en commun et de l'abonnement, notamment en Ile-de-France où les coûts ont quand même assez explosé. Et donc, tout le monde nous disait le forfait mobilité durable, c'est génial, mais je préfère le Pass Navigo. Et puis on verra après, dans quelques années, si effectivement je peux peut-être changer et abandonner le type de transport en commun. Et je crois que ça... C'était assez sensible à ce que tu disais sur le bouquet général d'offres. Reste à savoir comment budgéter ça et comment le subventionner, évidemment. Mais ça ne pourra marcher que comme ça. Et peut-être un dernier point là-dessus. Quand la loi la LOM a été présentée, Elisabeth Borne a utilisé un terme assez fort qui était un dispositif réglementaire pour lutter contre l'assignation à résidence des parties des Français. Je trouve le terme très très fort d'assignation à résidence lié au sujet de mobilité. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont commenté le glissement du terme de transport vers mobilité. Et on s'est posé longtemps la question, est-ce qu'on met un S ou est-ce qu'on ne met pas de S à mobilité comme une sorte de bouquet d'offres général qui chacun peut un peu piocher ce qui lui permet. Et je crois que nous, ce qu'on défend, et ça ressort aujourd'hui dans le sondage, la bonne décarbonation des transports, ce sera le mode qui est pertinent en fonction de la distance et des usages. Si le vélo est imbattable, eh bien on défendra le vélo. Si le transport en commun est imbattable, on défendra le transport en commun. Et on ne réfléchit pas suffisamment en termes de bouquet d'offres pour que ce soit crédible et qu'on puisse changer en fait d'un mode à l'autre. Et la plupart des sondages qu'on a, la plupart des gens nous disent « Non mais nous on change quand vous voulez ». Il y a très peu de bagnolars qui veulent absolument conduire nuit et jour et qui ne vont jamais abandonner la voiture. Je crois qu'il faut vraiment réagir à ça. Et les études qu'on a, nous, d'abord sur le covoiturage et bientôt sur le covoiturage et la mobilité électrique, savoir si ça peut un peu freiner ça. En gros, est-ce que vous allez attendre 20 minutes avec votre collègue ou vos 3 collègues le temps de se recharger, qui ajoute aussi un petit doute. C'est cette question du temps gagné, le confort. La plupart des gens qui font de la multimodalité acceptent volontiers d'avoir un quart d'heure, voire 20 minutes de plus. C'est confortable et qu'on peut finir 3-4 mails, passer un petit coup de fil en arrivant, etc. Et je crois qu'on est dans un changement de paradigme où la voiture assurait jusqu'alors de la vitesse, du confort, et confort aussi technique parce qu'on savait très bien le trajet et on savait à peu près où se garer. Maintenant que c'est plus compliqué, il suffit de faire un valide ici en voiture pour le voir, on peut peut-être repenser un peu l'idée du temps et parler un peu de temps utile. Et c'est vrai que si dans un bus bien fait, vous avez Internet et vous pouvez envoyer 3 mails, en fait, c'est pas très grave d'avoir 10 minutes de plus dans le trajet. Et je crois que cette question de la mobilité des salariés peut aussi se fonder sur cette question du temps. Sauf les grands rouleurs qui vraiment sont à la minute près parce qu'ils passent de site en site toute la journée, et ça c'est un autre sujet. Mais bon, voilà en quelques mots ce qu'on défend nous, et l'idée générale, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment défendre tous les modes. Et on s'attache à proposer aussi des prises de parole assez amusantes, que vous ayez AXA, Decathlon, la WWF, l'Île-de-France et la SNCF sur le même table ronde pour parler de décarbonation des transports. C'est un regard qui est un peu décalé, mais qui en fait propose des choses intéressantes, du vélo réparable, de la gare intéressante, des biens fichus, de l'assurance des infrastructures et des gens qui disent « assurer mon véhicule électrique coûtera une fortune, je vais rester encore un peu au thermique pour l'instant ». Enfin, voilà, toutes ces questions qui paraissent des détails, mais qu'il faut traiter ensemble, sinon les salariés et plus généralement les particuliers que nous sommes, on ne passera jamais à tout ça. Merci. Merci Alphonse. Alors là, vous parliez de l'ouverture de chacun pour les alternatives en mobilité. Donc ça, on vient justement au changement de comportement. Alors Xavier, vous êtes docteur en psychologie sociale. Vous êtes spécialisé sur le changement de comportement, les processus de décision individuelle, et très appliqué à la mobilité.
Vous êtes à la fois indépendant, associé à un labo, et donc pour nous ça nous paraissait, parce qu'on le sent en filigrane dans tout ce qui est dit là, du côté justement accompagnement au changement, changement psychologique. Donc voilà, donc on serait ravis d'avoir votre point de vue un peu sur tout ce qui a été dit. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour vos présentations. Juste pour préciser un petit peu, pour vous dire un peu ce que je fais, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un psychologue social, moi je mène des études sur comment les gens changent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils font, comment ils décident, sur quoi ils se basent pour réfléchir, comment ils en parlent, enfin toutes ces dimensions qui permettent ou pas le changement. Et je travaille beaucoup sur la mobilité, j'ai passé beaucoup de temps avec Klaxit sur la mobilité domicile-travail. Pendant 3 ans, dans le cadre d'un C2E, on a fait plein d'enquêtes, ils sont Blablacar maintenant. Je travaille aussi sur la promotion du vélo, ma thèse c'était sur le choix du mode de transport. Enfin, en fait, je travaille assez fondamentalement sur les mobilités et le choix du mode de transport. Et avec ce prisme-là, donc je suis très content de voir votre livre blanc et de participer aujourd'hui, parce que c'est vrai que le rôle des entreprises est vraiment fondamental dans ce sujet énorme de la décarbonation, et on en parle peut-être vraiment pas assez. Nous, du point de vue un peu recherche et un peu labo, loin du terrain, c'est vrai qu'on passe notre temps à considérer les entreprises comme des prescripteurs de mobilité. C'est eux qui font exister une partie de la demande, en fait. Pas tant parce qu'ils la souhaitent, mais parce qu'en tant qu'ils sont organisateurs du travail, de ces lieux, de ces moments, de sa façon de fonctionner, ils vont conditionner la manière dont ça s'organise. Et du coup, c'est eux qui ont la latitude, peut-être la plus grande, enfin elles, pour faire évoluer ça. Donc de ce point de vue, c'est très intéressant d'aller vers elles, quoi que ce soit, enfin quoi qu'on en fasse, mais après il y a ce qu'on en fait. Et après, justement, d'essayer de nourrir la compréhension de ce qui s'y passe et de comment ça évolue, c'est tout à fait nécessaire. Donc je remercie pour ce travail, il y a beaucoup de points très intéressants. Donc en parcourant le livre blanc, j'ai trouvé beaucoup de choses qu'on voit aussi de notre côté plus recherche fondamentale. J'ai quand même 2 petites déceptions, sur lesquelles je vais me permettre d'insister, parce que je trouve qu'il y a un sujet que nous on met beaucoup plus en avant, qui est l'enjeu de la localisation des entreprises, qui évidemment est fondamental. Alors vous parliez d'infrastructures, donc vous avez tout dit pratiquement. Je voudrais juste préciser qu'en fait, on a passé 50 ans, voire 70 ans, à construire la situation actuelle, en fabriquant tout ce qu'on pouvait pour rallonger les distances parce qu'on pouvait aller plus vite. Maintenant qu'on va vite, on est malheureux parce qu'on pollue, enfin il n'y a pas d'inconvénient. Donc on essaye de faire l'inverse. Et le problème, c'est qu'on a toutes les infras nécessaires pour faire ça. Et donc il faut faire évoluer ces infrastructures et revenir en arrière, c'est très difficile. Mais à un moment donné, si on veut que ça bouge, il faut aussi que le travail soit plus près des logements. En fait, toute la logique de zonage qu'on a construit historiquement, c'est un peu le premier problème. On voit aujourd'hui qu'on a plein de mètres carrés de bureaux qui sont disponibles dans les centres, dans les zones denses, alors qu'on a du mal à loger des entreprises à l'extérieur. On a une tendance historique pendant longtemps des entreprises à se situer de plus en plus loin des zones denses, alors qu'en fait, plus c'est forcément plus difficile d'accès. Enfin, il y a quand même un sujet là-dessous qui mériterait d'être plus mis en avant, même si je comprends bien que c'est pas forcément le plus évident, que c'est des décisions super lourdes et qu'on change pas comme ça. N'empêche que c'est quand même important d'en dire un mot, je crois. Et l'autre point qui m'aurait paru intéressant, c'est que moi je pense que j'aurais ajouté une question sur la conscience des décisionnaires, et des usagers d'ailleurs, de l'efficacité des différentes solutions entre elles. Parce que là, avec l'écomobilité, finalement, vous rassemblez tout, et on voit bien quand même que la voiture électrique, c'est nettement moins émetteur de CO2 que la voiture thermique. Mais par rapport à un vélo, c'est un ordre de grandeur différent. Et effectivement, c'est bien de faire des choses, mais c'est peut-être bien d'aller tout de suite à la solution la plus efficace, plutôt que de faire aujourd'hui un truc qu'il faudra refaire dans 10 ans et refaire dans 20 ans. Bon, après, est-ce qu'on fait la révolution ou pas? Et vous parlez dans votre livre blanc de la logique des petits pas ou du Big Bang, je crois que c'est la terminologie. Je pense que c'est effectivement le Big Bang, ça ne marche pas, enfin, il n'y a pas de miracle. Il faut forcément passer par des petits pas, mais il y a la question de la cible, vers où on va. Et comment fait-on ces petits pas? Et c'est là où moi j'ai beaucoup apprécié la logique du triptyque, parce que de mon côté je le raconte aussi beaucoup, mais en positif. En disant, enfin moi on me reproche beaucoup de parler de l'individu et de comment l'individu a le choix. Alors qu'en fait l'individu il subit, il fait que ce qu'il peut, c'est pas lui qui décide. Donc on me dit c'est bien gentil, mais c'est pas l'individu qui fait tout. Et en fait moi j'ai un triptyque qui dit qu'il y a individu, organisation au sens l'économie, quoi, parce que je mélange les entreprises et les autres, et puis le politique, qui devrait se diviser en technique et en politique, mais en gros le décisionnaire des pouvoirs publics. Et qu'en fait ce triptyque-là, c'est la seule solution pour réussir à promouvoir un changement, c'est de mobiliser les 3 catégories d'acteurs. De la même façon que là, vous craignez que ça ne marche pas parce qu'on les a pas tous. Et je crois que pour que ça marche, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire qu'on peut commencer à demander des choses à l'individu, mais il ne faut pas lui demander de changer de mode.
Si vous dites à Roger qui habite en banlieue lointaine qui va devoir arrêter de se placer en voiture, en fait, il faut qu'il arrête de travailler, il faut qu'il arrête de voir sa grand-mère, il y a plein de trucs qu'il ne peut plus faire. Par contre, il peut essayer de faire évoluer certaines petites choses pour, dans le long terme, avoir une évolution. Mais demain, il ne peut pas changer de mode. Ce qu'il peut faire tout de suite, c'est émettre une demande pour que son employeur, par exemple, essaye de lui faciliter la vie en termes de mode de transport. Il peut aussi émettre des opinions qui vont faire que l'offre politique va être un petit peu plus favorable à la promotion des pistes cyclables, même au bord des autoroutes. Je ne les connaissais pas, même si vous faites pas mal de choses par ailleurs qui sont très louables, pardon. Mais du coup, donc l'individu peut faire une chose. Après, les entreprises peuvent faire une chose, qui est peut-être pas demain de mettre tout le monde sur des vélos, mais déjà d'essayer de faire évoluer les choses, d'organiser des process de manière à ce que ce soit le plus possible. Et les politiques peuvent faire des choses qui ne sont pas non plus tout de suite de devenir des ayatollahs de la révolution écologique, mais déjà de faire en sorte que les choses soient possibles. Et ensuite, on peut passer à une étape suivante dans laquelle l'individu va commencer à changer, etc. Donc c'est là où on a un triptyque par petits pas qui peut réussir à atteindre un objectif efficace. Et pour résumer tout ça, et sans entrer dans les détails de comment on met en place le changement, je crois qu'il y a juste une autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de communiquer et de faire passer des informations pour que ça change. Parce que ce n'est pas l'information en elle-même qui fait le changement, c'est beaucoup plus la manière dont l'individu se projette, forme des intentions. En fait, il y a 3 grandes étapes pour être capable de changer. La première, c'est de se rendre compte que c'est possible. La deuxième, c'est d'avoir l'intention de changer. Et la troisième, c'est de le faire. Et le gap entre intention et action, c'est un gouffre colossal dans lequel, bien souvent, on n'arrivera pas à dépasser. Mais la première étape est aussi cruciale. Vous disiez dans votre partie, mais vous n'en êtes pas, dans les chiffres, vous montriez en dernier que le dernier frein perçu par les individus, c'était d'être informés sur les transports collectifs. Nous, on a des tas d'études qui montrent que les automobilistes habituels sont incapables de vous dire où passe le bus le plus proche de chez eux. Ils ne savent pas où est l'arrêt de bus. Ils ne savent pas combien de temps on met en transport en commun pour aller à leur travail. Parce qu'en fait, ils s'en fichent, ils ont bien d'autres choses à penser, et du coup, ils n'ont pas conscience de l'option, de l'opportunité possible ou pas, de réaliser un déplacement par un mode alternatif. Et en fait, le premier besoin qu'ils ont, souvent, c'est de se rendre compte que c'est une option. Et ils en sont pas conscients, mais c'est encore plus dur de leur faire entendre. Et donc, c'est important d'avoir une logique d'accompagnement des pratiques qui ne présuppose pas qu'on sait comment faire, et d'essayer de commencer par aller voir ce que pensent ces individus, de voir comment ça fonctionne, pour essayer de le faire évoluer, parce que c'est là qu'on trouve des pistes d'action. Donc, je pourrais développer longtemps, mais je m'arrête là. Merci beaucoup Xavier. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'intervenant suivant, bien. Oui, je voulais plutôt avec monsieur, votre dernière intervention sur la conduite du changement. Moi, je suis français, je vis en France, mais j'ai aussi vécu à l'étranger, je continue de suivre un petit peu ce qui se passe en Europe. Je suis toujours, depuis quelques années, on a eu les bonnets jaunes et les gilets rouges, ou le contraire, comme on veut, prenant un peu d'ironie. On a tenté à chaque fois ça a été un problème de changement sur la mobilité. C'était le diesel, ou c'était les péages routiers, avec derrière des budgets qui devaient d'ailleurs être réaffectés aux mobilités durables à chaque fois. Donc on a perdu au moins 2 fois comme ça des belles opportunités de changement. C'est pas l'impression que j'ai dans d'autres pays où j'y vais pour le travail et où je parle avec mes interlocuteurs. C'est quoi cette spécificité qui fait qu'on plante ça et que, comme on a dit tout à l'heure, la ZFE est sans doute la meilleure solution pour l'air, oui, vraisemblablement, et qu'on est le seul pays qui n'arrive pas à mettre de radar pour flasher les critères 1 et ce genre de choses, alors qu'on a les mêmes radars que tout le monde en Europe, par exemple, pour continuer dans l'ironie. Vous avez quelle interprétation là-dessus Parce qu'on a eu la gauche, la droite, c'est même pas une question politique, dans l'absolu, on a eu l'alternance politique. Moi, de mon point de vue, il m'a l'air de marcher. Oui, ça marche. Je relève le micro. Au-delà du sujet des orientations politiques, qui est quand même présent, en fait, il y a quand même des velléités différentes et qui changent dans le temps, on a un vrai sujet de paradigme. On a quand même un peu l'impression qu'il n'y a pas de volonté des individus et qu'il faut essayer de les forcer à changer. Et du coup, quand on s'y prend comme ça, on se heurte à une opposition quand même assez naturelle. C'est vrai que quand on vient vous dire que vous êtes interdit de faire ce que vous faites et que vous avez l'habitude de le faire, vous avez le sentiment qu'on vous dépossède de votre liberté et quand même vous n'êtes pas très d'accord avec ce genre de pratique. Donc ça fabrique, surtout quand on avait déjà un terrain tout à fait disposé à ça, ce genre de réponse. Mais plus spécifiquement pour les gilets jaunes, c'est vrai qu'on a bougé le prix de l'essence. Enfin, on allait bouger le prix de l'essence. Et le prix de l'essence, c'est vraiment ce qui est perçu comme le prix de la mobilité en voiture. Alors que c'est faux, en fait. En fait, on a des
plein d'études qui nous montrent à quel point on juge mal de la réalité des coûts de nos déplacements, surtout quand on est automobiliste. Et en fait, on croit que c'est le prix de l'essence, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on aurait touché une autre partie du prix de la mobilité en voiture. Peut-être que ça n'aurait pas bougé comme ça. Et là, c'était vraiment l'endroit où tout le monde regarde, où tout le monde est focalisé dessus, qui pose problème à des tas de gens. Forcément, c'était un peu l'occasion rêvée de se prendre un retour de bateau. Après, je pense que c'était une mauvaise approche. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas bouger les prix d'une manière ou d'une autre, mais peut-être pas en s'y prenant comme ça. Mais voilà, mais c'est pas tellement un sujet psychologique. Bien sûr. Pour compléter, on avait longtemps étudié et montré en Europe l'équivalent du péage urbain et de la ZFE à Londres comme un moyen intéressant. Ce qui est certain, c'est que ça coûte très cher. Donc en fait, ceux qui pouvaient rouler à Londres en voiture, c'était ceux qui avaient les moyens et donc qui avaient déjà des Range Rover dans Londres. Et donc le sujet social était quand même assez mal embarqué. En revanche, un des premiers succès, c'est que la plupart des fonds alloués, pris par cette taxe, cette ZFE, finançaient quasi exclusivement le réseau de bus qu'on connaît, les fameux bus rouges de Londres. Et il y avait une sorte de compréhension où va mon argent et je peux utiliser un truc qui marche que j'ai payé. Le sujet gilet jaune a été explosif sur plein de sujets, mais il y avait aussi l'idée qu'on taxe encore un truc pour le budget général de l'État qui va financer quelque chose dont je n'ai pas vraiment l'idée. Et il y avait un côté ce ras-le-bol-là fiscal. Et pour aussi cette question de l'essence, c'est très intéressant. On a fait une étude, nous, avec quelques membres alliances, donc Covoitureur, Blablacar, Ecov et d'autres acteurs. Lorsque l'essence a coûté le plus cher dans les quelques dernières années, c'est là où on a covoituré le monde. On s'imaginait que plus l'essence coûte cher, plus les voisins essayaient de se dire écoute, c'est trop cher en ce moment, on se débrouille, on partage le plein, etc. Et lorsque l'essence est très haute, c'est que le taux de covoiturage est un des plus bas mesurés depuis les dernières années. Et là, on se disait mais c'est très très contre-intuitif. Et peut-être qu'on n'estime pas assez en fait, d'autres facteurs de mobilité, qu'on se focus un peu trop sur le coût de l'essence comme révélateur du budget ménage de la mobilité. Et en fait, il faut aller creuser sur le fait que les gens ont coupé leur budget loisir, ont coupé d'autres budgets, parce qu'en fait, la voiture va permettre d'aller un peu n'importe où ils voulaient. Donc je crois que dans ce changement, il ne faudra pas se fonder uniquement sur, comme il y a eu récemment, le petit chèque qui fait que l'essence coûtera un peu moins cher pendant les 3 mois. Certes, c'est utile, mais c'est du très très court terme et ça ne touche pas au fond du problème. Une dernière question, peut-être, désolé, on est un peu court de temps. S'il y a une deuxième et dernière question, allez-y. Sur le sujet des transports en commun, vous parliez de la différence entre Londres et Paris, sur les zones où il y a beaucoup de transports. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie différence sociale, c'est qu'à Londres, vous trouvez toutes les couches sociales dans les transports, c'est pas du tout le cas à Paris. Est-ce que c'est lié à la densité de ce réseau de transport? Est-ce que c'est lié à des volontés publiques? Est-ce que vous avez étudié ces sujets-là? Oui, il y a une première réponse un peu géographique, c'est que Londres, en fait, c'est Paris plus lieu équivalent, comme si demain on allait à Meudon et on prenait le métro, en fait, pour y aller. Donc il y a ça. Ce qui est certain, c'est que le bus à Londres, le métro à Londres et le métro parisien, pour comparer de ville, est quasiment à peu près pareil. Le métro de Londres est un peu plus grand, les stations sont plus effacées, donc bref. En termes de nombre, le métro parisien est plus efficace. Mais il faut quand même être fier de ça. Mais sur les bus, en fait, le réseau est beaucoup plus dense que les bus parisiens. L'autorité du bus sur la voirie est immense. Vous aurez très rarement un bus coincé parce qu'il y a un camion poubelle, parce qu'il y a une rue trop courte, etc. Il y a beaucoup de caméras. Je ne suis pas sûr que ce serait facilement accepté en Ile-de-France. Mais vous êtes cycliste sur une voie de bus qui sont parfois interdites aux cyclistes dans certains axes. Vous avez des caméras qui peuvent dire aux policiers pas très loin que vous avez passé ça. Tous les taxis, tous les Uber, etc. n'ont absolument pas le droit même de s'arrêter une minute sur les voies de bus. L'autorité de la voirie fait que le bus va rouler assez bien, sauf immense embouteillage, mais le bus est très fiable. À Paris, on sait que le bus sera moins rapide que le métro dans la plupart des cas, mais c'est aussi qu'on a un peu plus de temps, que c'est très pratique parce qu'il nous dépose juste à la gare, etc. Donc il y a ça. Et pour ce qui est de la sociologie, il y a quelque chose qui est assez inexplicable, c'est que, peut-être que c'est lié à l'anglais, mais à Londres, le transport en commun est vu comme quelque chose de génial. La voiture, sauf voiture des ultra-riches du centre de Londres, est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Alors que prendre le bus, prendre le métro, c'est quasiment une fierté.
Nous, on a un sujet, peut-être, on prend le métro parce que c'est très pratique, mais vraiment, si on pouvait prendre autre chose, ce serait mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. C'est sûrement la taille de la ville, sûrement la qualité au moins des bus. Mais prendre le RER pour aller à la Défense, il y a très peu de gens qui le font au quotidien qui vont vous dire qu'en fait, c'est très pratique. Il y a beaucoup de lignes de métro en Angleterre. Les gens, ils sont très attachés. On se retrouve chaque année pour prendre des verres dans le métro parce que c'est une inauguration, c'est les 20 ans de telle station, du tableau qui a été repeint, etc. C'est un truc qui est peut-être plus culturel que nous on a, mais qui changera sûrement après l'été. J'ajouterais bien que j'ai plus de chiffres en tête, mais à Londres, c'est la grosse masse des déplacements en transport collectif, c'est le bus. À Paris, c'est le métro. Enfin, c'est le réseau ferré. Et après, moi, j'ai fait des études justement sur ces perceptions sociales des modes. Et à Paris, on a un effet hyper fort de distinction entre le RER et le métro. Les gens vous disent le RER, c'est un truc pour le peuple, on entend des trucs super racistes. Enfin, c'est assez tranché, quoi. Alors que le métro, là, c'est bien, on rencontre tout le monde. Et le bus, bon, c'est un truc, on ne sait pas qui se prend, quoi. Enfin, avec les roquettes, on a l'impression que personne ne prend le bus alors qu'ils sont pleins. Parce que c'est un mode pour une catégorie de population qui repose dans laquelle, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a des effets sociaux très forts, qui ont plein de raisons que vous connaissez mieux que moi. Mais qu'il faut que c'est pas non plus complètement. C'est pas l'Amérique, quoi. C'est pas le bus, c'est vraiment le mode des déclassés. On n'est pas à ce point-là non plus. On peut avoir des modes de transport collectif qui sont quand même un peu valorisés socialement, mais c'est plutôt dans les centres urbains qu'en périphérie. Véronique, Alphonse, Xavier, merci beaucoup pour votre intervention. On en vient à la deuxième table ronde. Alors, je vais aller assez brièvement sur beaucoup de recommandations qui sont plus cadrées, vous allez voir. La partie en fait qui a été notre approche, ça a été de se dire qu'en fait on voyait qu'il y avait un manque de méthode de façon générale au sein des entreprises. Et cette vision que parce qu'on a mis 3 actes de vélo et incité les gens à prendre le vélo, qu'on a une politique d'écomobilité. Et donc l'idée, une des idées de ce livre blanc, c'est vraiment de s'adresser également aux entreprises en préconisant pas nécessairement une méthode, mais en tout cas des étapes et une façon de procéder. Avec le fait de définir donc des principes directeurs et le cadre d'une politique d'écomobilité, comment elle s'inscrit dans la RSE, quel périmètre est concerné justement, est-ce qu'on est sur la flotte, est-ce qu'on est plus large, etc. Sur les impératifs aussi que ça impose et la volonté en fait des différentes parties à engager une politique. Il y a aussi le fait de dresser un état des lieux de la spécificité donc, de chaque organisation et des salariés à travers notamment une typologie, bien comprendre quels sont les différents salariés concernés, quelles sont leurs volontés à y aller, quelles sont leurs problématiques, et je pense que Jérôme insistera dessus tout à l'heure. Il y a également le fait de répertorier les solutions susceptibles de répondre à cette spécificité. Là, on voit que clairement, il y a un vrai travail à faire, parce que cette étape n'est pas forcément posée comme une étape à prérequis, et il y a une vraie méconnaissance en fait, des solutions qui est exprimée. Également, ensuite, embarquer les parties prenantes à travers de la sensibilisation, à travers aussi des outils, des applications adaptées, à travers un accompagnement financier, on y a beaucoup parlé, et puis également le management par l'exemple, en disant que ça vient aussi de la direction, l'exemple à donner, et que ce n'est pas toujours également le cas. Et puis, le fait, oui, de faire ça à son rythme et d'accepter la politique des petits pas. Je pense que Xavier en parlait tout à l'heure, le Big Bang, c'est pas forcément quelque chose qui marche rarement. Et donc, il faut accepter de passer par les petits pas, mais en ayant encore une fois une méthode et pas considérer le petit pas comme une finalité. Et puis, il y a le fait de structurer un pilotage complet avec une gouvernance, des outils, un suivi des actions, des indicateurs, et ça souvent, la notion de ROI dans le sens, on se comprend, c'est plus large que du financier, elle est trop peu abordée, et ça amène justement à ne pas être clair sur les bénéfices de la politique déployée. Donc voilà, c'est toute cette méthode, donc qui est vraiment, j'évite pour gagner du temps, mais qui est très détaillée donc, dans le livre blanc. Et donc, j'invite nos 3 intervenants qui sont donc Jérôme, cofondateur de Corporate Mobilities, Julien également, qui est cofondateur et CEO de Nelson, et Thibaut Massiette-Dupiès, qui est directeur achat et qui était notamment directeur achat de Métro France, et qui pourra du coup partager son
son retour terrain. Alors, Jérôme, donc on va vous laisser peut-être la parole en premier. Donc vous accompagnez beaucoup d'entreprises sur toutes ces solutions. Voilà, vous avez activement participé aussi à la rédaction du livre blanc. Et donc voilà, je vous laisse la parole pour commenter ces méthodes ou cette méthode. Bonjour, je suis avec mon verre à moitié vide. Parce que quand on regarde le bilan de l'écomobilité, on ne peut pas considérer que ça soit encore au niveau où ça devrait être. Donc tout l'enjeu de notre métier, c'est de faire en sorte de transformer ce verre à moitié vide en ce verre complètement plein. Voilà, on va essayer de parler de ça ce matin. Et de l'écomobilité qui est une formidable opportunité en fait pour les entreprises. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises par les entreprises qui vont avoir un impact carbone, impact sur impact économique, mais qui ne vont pas embarquer les collaborateurs. Je vais prendre un ou deux exemples. Quand Air France décide de développer, alors c'est un peu spécifique au voyage d'affaires, mais de pousser son carburant vert, ce qu'on appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, ça a un effet positif. Je ne suis pas sûr que ça embarque tous les collaborateurs d'Air France vers des comportements plus vertueux. Quand un patron des achats à ma droite décide d'investir, de changer pour de l'électricité plus verte, il y a un impact économique, il y a un impact économique. Je ne suis pas sûr qu'au quotidien, le collaborateur se dise « Ah, ma vie a changé ». La mobilité et l'écomobilité, vous embarquez tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un collaborateur qui ne se déplace pas, soit pour son déplacement du quotidien, donc pour aller au bureau, même s'il le fait 3 jours par semaine, soit parce qu'il va utiliser de la flotte automobile, soit parce qu'il fait des voyages d'affaires. Donc l'écomobilité est une façon d'embarquer pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est une super opportunité, mais comme on l'a vu, c'est aussi un challenge, parce qu'il faut faire changer les comportements. Là on se dit, voilà, c'est compliqué, c'est ni un marathon, ni du TMB, parce que tous ces éléments-là, on va pouvoir les mesurer. Donc on a vu avec Olivier les différentes étapes de la mise en œuvre. Je vais insister sur la deuxième, qui est la capacité à bien comprendre les spécificités des entreprises et des collaborateurs. Je ne pense pas qu'il y ait de one size. Ça, c'est les jouets de direct. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de one size fits all. Il n'y a pas de solution de mobilité qui correspondent qui correspondent à tout le monde. Donc c'est d'où l'importance de comprendre pour s'assurer de l'adoption des solutions. Il y a 2-3 critères qui sont pris en considération. C'est la maturité des collaborateurs. Est-ce qu'ils sont culturellement prêts, ils ont fait le travail? Est-ce que ils ont des contraintes perso? Parce que quand vous changez de mobilité, ben, vous avez aussi des contraintes qui se posent. Et puis, est-ce que vous avez de l'appétence au changement? Et vous avez la gentillesse de bien vouloir scanner le QR code. Ces éléments se mesurent. Donc, on a avec Opinionway, qui est un de nos partenaires historiques, développé une méthode qui permet de calculer l'indice de maturité en termes d'éco-responsabilité. C'est un indice qu'on fait tourner depuis maintenant 2 ans avec Opinionway. Le premier indice était à 54 sur 100, c'est-à-dire qu'on a interrogé un peu plus de 500 voyageurs de multimobilité sur leur maturité, et on est arrivé à un score de 54 sur 100. On a fait retourner ce même modèle 1 an après. Alors le verre est un petit peu rempli, c'est pas mal, et on est passé à 59, et aujourd'hui, peut-être parce que la population d'aujourd'hui n'est pas représentative, donc il faudrait qu'on fasse passer le test d'aujourd'hui au crible des critères d'Opinionway. On a eu 22 répondants, vous avez été 22 à répondre, et le score est de 70 sur 100, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici sont peut-être plus motivés par l'écomobilité que le commun des mortels, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça c'est le message sur la maturité de vos équipes sur les solutions de mobilité, ça se mesure, ça permet d'adapter après les solutions. Et après, vous allez pouvoir définir en fonction de votre maturité différentes actions. Vous allez pouvoir soit consolider les comportements, vous allez pouvoir engager le passage à l'action,
Si vous avez des gens qui ont un score plutôt faible, vous allez peut-être faire plus de la communication, et puis ceux qui sont proches de 1 ou 2, les électrons. Dernier point qui nous semble important, on a réussi à démontrer que en fait, il y a 3 raisons, il y a 3 types de mobilité d'entreprise. Donc le déplacement du quotidien, la flotte automobile et le voyage d'affaires. C'est souvent adressé de façon très verticale par l'entreprise, avec des organisations qui sont très silotées, des travel managers, des fleet managers, et en général, les sujets de déplacement du quotidien sont la responsabilité de la DRH. Si on aborde le sujet de façon plus transversale, en disant qu'il y a un dénominateur commun qui est le collaborateur, on va pouvoir trouver des poches d'optimisation. Alors, ce n'est pas forcément que l'optimisation financière, ça peut être de l'optimisation d'impact carbone, ça peut être de l'optimisation RH, d'attractivité, d'orientation des talents. Et donc, il y a cette vertu à se dire, oublions les démarches trop verticales et abordons la mobilité à travers le collaborateur dont il faut faire finalement changer les comportements. Merci Jérôme. Alors Julien, vous avez accompagné donc aussi pas mal d'entreprises sur tout ce qui est solutions notamment électriques de recharge. Donc voilà, on voulait aussi avoir votre point de vue un peu sur la méthode, l'accompagnement des entreprises et comment ça se passe au sein des entreprises. Exactement. Alors Nelson, en effet, on accompagne les grandes flottes d'entreprises à passer du thermique à l'électrique en valorisant notamment des données qui sont inexploitées pour les aider dans leur prise de décision. On n'est pas particulièrement des fans de bagnoles à l'origine, plus de vélos, donc on s'est dit on va plutôt essayer d'électrifier des véhicules dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Notamment, nos clients sont des flottes de techniciens, de livreurs ou de commerciaux itinérants qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'autres solutions que la voiture pour faire leur métier. Et demain, l'électrification va probablement leur imposer des contraintes opérationnelles qu'on essaye de limiter, c'est-à-dire de faire en sorte que la recharge soit en temps masqué quand le véhicule est garé la nuit ou pendant une intervention, pendant un rendez-vous. Et donc, j'ai essayé de dégager une méthode, même s'il n'y a pas de recette magique, en général ça dépend des cas qu'on rencontre, mais il y a quand même une sorte de méthode en 5 étapes qu'on identifie, qui rejoint un petit peu celle qui a été présentée par Olivier. La première étape, quand on a plusieurs centaines, plusieurs milliers de véhicules, c'est de faire un état des lieux, et c'est assez complexe quand on n'a pas de données fiables. Donc la première étape, c'est bien un diagnostic qui passe pour nous par une collecte de données, une analyse de données. Et déjà, quand on essaie de collecter ces données, on se rend compte de si la flotte est bien gérée ou pas. Si on nous met 3 mois à nous envoyer des données de déplacement, c'est probable qu'on va se rendre compte qu'il y a des véhicules qui ne roulent pas, qu'il y a des véhicules qui sont attribués à des collaborateurs, mais on ne sait pas vraiment qui. Et donc, c'est déjà un premier moyen de savoir le niveau de maturité ou le niveau d'importance qu'on consacre à la gestion de cette mobilité, et en particulier de la flotte de véhicules. Donc c'est grâce à ce diagnostic qu'on peut ensuite dresser une feuille de route. C'est la deuxième étape qu'on voit. Donc c'est soit en identifiant un potentiel d'électrification, voire un potentiel de réduction de la flotte automobile. On peut dire en 2030, on va viser 100% de véhicules électriques dans la flotte. Et ça amène à la troisième étape, c'est qu'une fois qu'on se fixe ces objectifs, souvent la conduite du changement elle est facilitée parce qu'on peut embarquer plus facilement les collaborateurs. Et donc c'est très important cette conduite du changement. On l'a évoqué tout à l'heure auprès des salariés, mais nous on doit aussi beaucoup le faire auprès des décideurs parce que souvent la mobilité électrique c'est un sujet qui n'existait pas, donc qui est un peu jeté ou attribué à quelqu'un en interne, mais qui concerne beaucoup de gens. Donc le décideur ou le champion qui mène ce sujet, il doit lui-même conduire le changement, convaincre une multiplicité de décideurs, les achats, la RSE, parfois les RH, les opérations, beaucoup dans notre cas de véhicules comme outil de travail. Et donc voilà, cette conduite du changement, elle se fait d'abord auprès des décideurs, et souvent, ce qui marche bien, c'est l'exemplarité. Il faut que les décideurs, les managers
passe le pas en premier, commence à rouler en électrique ou en véhicule partagé pour inciter aussi plus facilement les salariés à faire de même. Et donc les deux dernières étapes, c'est une fois qu'on a fait en fait qu'on a identifié ce potentiel d'électrification, il y a aussi plus pragmatiquement, en fait, il faut identifier les cibles prioritaires. Et pour ça, nous, on se base sur quelque chose d'assez rationnel, assez théorique, qui est un score d'électrocompatibilité avec des critères très définis. En discutant avec Jérôme, on a vu qu'on avait une approche assez complémentaire qui se base de son côté plus sur l'électromaturité des conducteurs. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas complètement faire abstraction du psychologique quand on parle d'écomobilité, mais que parfois le rationnel, des données chiffrées, vont aussi permettre, dans cette conduite du changement, de réaliser que, en effet, sur l'année passée, j'ai jamais roulé plus de 300 km, alors que quand on va parler au conducteur, souvent il va nous dire qu'il fait tous les jours de 200 km. Et donc il y a une perception aussi, une mauvaise perception des usages qu'on fait de son véhicule au quotidien, qu'on essaye de déconstruire. Et la dernière étape, c'est évidemment, une fois qu'on a mis tout ça en place, une fois qu'on commence à électrifier sa flotte, c'est de bien piloter, de faire en sorte qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs, étant donné que là, en plus, le métier, la gestion d'une flotte électrique, elle est complètement différente, elle est beaucoup plus complexe. Donc de bien piloter, mesurer les données, agréger les factures de tous ces nouveaux fournisseurs qui arrivent, parce qu'il n'y a plus un seul pétrolier comme avant, avec une carte carburant. Maintenant, il y aura de la recharge à domicile, de la recharge sur site, de la recharge en itinérance, des bornes à installer, donc le suivi du taux d'utilisation des bornes, du taux d'utilisation des véhicules électriques pour vérifier qu'ils sont bien utilisés, qu'on ne surdimensionne pas nos véhicules électriques avec des batteries de 500 kg alors qu'en fait on n'utilise que 20% de la batterie. En fait, toutes ces choses-là, elles sont nécessaires, mais voilà, les entreprises ne sont pas encore matures sur tous ces sujets-là. Et donc on adapte forcément le discours en fonction de la maturité. Et voilà, pour finir, le message que je voulais faire passer, c'est aussi qu'on a analysé donc, plusieurs dizaines de milliers de véhicules et on se rend compte que voilà, le potentiel d'électrification qu'on voit globalement en termes d'usage et par rapport aux autonomies qui existent aujourd'hui sur le marché, il est autour de entre 50 et 70% dans certaines flottes. Et donc les objectifs que se fixent les entreprises restent relativement bas par rapport à ce qu'elles pourraient faire. Et donc voilà, moi je vois encore le verre à moitié plein. Je pense que voilà, en travaillant ensemble, on va réussir à le remplir, ce verre. Bah, c'est bon signe, on remplit le verre petit à petit. Merci Julien. Alors Thibaut, on va finir cette matinée avec vous. Donc, ça nous paraissait, c'est vrai qu'on est tous du coup on commande tous la mobilité, mais sans faire partie d'une entreprise qui déploie ces solutions. Donc c'était intéressant d'avoir votre point de vue, un point de vue entreprise, donc directeur des achats. Vous avez beaucoup poussé sur ces questions d'écomobilité, notamment quand vous étiez chez Métro France. Donc voilà, on est ravis d'avoir votre retour aussi sur ces méthodes pour les entreprises. Eh bien, merci. On m'entend. Merci de votre accueil. Oui, bonjour, Thibaut Massé d'UBS. Moi, j'ai fait 20 ans dans les achats, dont une partie sur les achats indirects chez Métro là, de 2017 à 2023, donc en charge de la mobilité. Et j'ai découvert plein de trucs fabuleux. Je voudrais juste commencer par un chiffre. Moi, je vais revenir au verre à moitié vide quand même. Ce matin, j'entendais le créateur de la méthode 2 tonnes. Vous savez qu'on est en moyenne à 10 tonnes en France par habitant. C'est à peu près 20 si vous prenez les 10% les plus riches, ou notamment les cadres sup qui font de la mobilité dans les boîtes. Et les gros utilisateurs, les dirigeants qui prennent l'avion toutes les semaines, c'est 100 tonnes par an. Donc il faudrait qu'ils divisent par 25 pour atteindre les accords de Paris. Donc le verre, pour moi, il est même aux 3/4 vide. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un boulot qui est considérable. Et je suis assez content d'être avec vous aujourd'hui parce que finalement, le changement passera par la mobilité. Parce que la mobilité, c'est le problème numéro 1 du réchauffement climatique aujourd'hui. Donc le changement dans le monde viendra des populations responsables de la mobilité. Donc je compte sur vous pour l'avenir de mes enfants. Je pense que c'est un vrai sujet en tout cas qui est hyper important. Ceci étant dit, donc moi chez Métro France, j'étais en charge des achats indirects et je me suis retrouvé là avec les achats, la flotte, qui faisait partie des services généraux, la gestion de l'énergie, donc tout ça c'était un beau bazar et on s'est dit tiens, on va tout réinventer, on va partir de zéro et c'est ce qui a été notre chance, on est parti de zéro. Donc, pas de KPIs traditionnels à respecter, on nous a laissé le champ libre.
Donc plutôt que d'avoir que des KPIs sur l'économique, on a pris la méthode du triple capital, qu'on a appelé les 3 P, People, Profit, Planet, en disant que chaque projet devait répondre aux 3 critères. Donc déjà, à partir de zéro, beaucoup plus simple. Quand on parle d'un historique, c'est plus compliqué. Et le deuxième, on a changé de méthode. Plutôt que de se dire, on va se fixer des objectifs et on va attribuer des moyens pour atteindre ces objectifs, c'est la méthode causale, on est parti sur la méthode effectuelle, on a inversé les choses. On s'est dit, on a beaucoup de moyens entre les mains, donc on va partir de nos moyens pour fixer des objectifs en cohérence avec nos moyens. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est hyper efficace. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner l'exemple qu'on a fait en 2 minutes, qui va peut-être mieux vous faire comprendre cela. Première chose que j'ai vue en arrivant, on avait 6 véhicules de service sur le parking. Entre 1000 et 3000 ou 4000 km par an d'usage. Autant vous dire, ça ne servait à rien d'avoir 6 véhicules. Le problème, c'est qu'on a demandé aux collaborateurs des différents services, parce que c'était un véhicule par service, bien sûr, hein, chacun avec sa voiture, s'ils pouvaient se les prêter, c'était compliqué. Parce que qui a les clés, etc. Donc on s'est dit, ben voilà, on va partir de ça. Il faut absolument qu'on les optimise, qu'on les partage. On a mis en place une solution avec Ubico de partage de véhicules. Donc avec une carte, avec celle de réservation, il était beaucoup plus simple de partager les véhicules. Premier point, on optimise l'usage. Ensuite, on s'est rendu compte que finalement les véhicules n'étaient quand même pas utilisés tout le temps. Donc on a proposé aux autres collaborateurs de prendre ces véhicules-là plutôt que d'aller faire des locations en courte durée. Hop, économie sur la courte durée, et on utilise mieux notre offre de service en prêt ou en location. Soir, week-end et été, les véhicules ne fonctionnent pas. Les gens ne travaillent pas. Donc on s'est dit, on va permettre aux collaborateurs de louer ces véhicules. Donc ça veut dire que le week-end ou en soirée, par exemple, j'ai commandé un canapé sur le Bon Coin, je suis en vélo à Paris, je suis étudiant, mais voilà, je peux louer un grand véhicule pour aller le chercher, je le ramène le lendemain matin, comme ça mon collaborateur, quand on a besoin, peut le réutiliser. On gagne de l'argent, on permet aux collaborateurs d'avoir un service, donc on est aussi dans le people et dans la planète, parce que ça permet d'avoir moins de véhicules. Et là on s'est dit, on peut aller encore un petit peu plus loin, si on commence à avoir une offre partagée, peut-être qu'on peut proposer à nos collaborateurs qui ont des véhicules de fonction, de quitter leur véhicule de fonction, parce que j'entendais tout à l'heure, et j'ai fait le constat aussi, la moitié des véhicules de fonction d'un Parisien, c'était dans le parking de chez Métro avec un véhicule qui ne tournait pas beaucoup. Donc on leur a dit, si vous vous séparez de votre véhicule, on vous met une carte, Crédit Mobilité, on a travaillé avec Betterway là-dessus, qui vous donne plein d'argent, parce que le montant des voitures c'est très cher, donc c'est plein d'argent sur la carte, pour justement louer les véhicules en cas de besoin, prendre des billets d'avion, idéalement plutôt du train, on préfère éviter l'avion, mais avoir d'autres mobilités payées par cette carte-là. Donc c'est plus économique pour le collaborateur, plus écologique. Et donc on a lancé ce crédit mobilité qui a plutôt bien fonctionné. Mais après on s'est dit, oui mais c'est bien, et ça c'était encore avant la loi LOM, mais il faut verdir notre flotte. Donc on peut aller encore plus loin, on va verdir notre flotte et on va proposer de plus en plus de véhicules électriques. Donc on s'est mis à verdir notre flotte, après la loi LOM nous l'a imposé, donc il faut suivre la loi. Et on s'est dit, c'est bien de mettre de l'électricité dans nos véhicules, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'électrification de nos véhicules que de les pomper sur le réseau? Donc on a signé un Power Purchase Agreement justement en 2019, c'était le premier en France, où on a contractualisé avec un producteur d'énergie éolienne. Ça correspondait à peu près à 20% de nos besoins en électricité. Et donc, on s'est dit, tiens, maintenant il faut qu'on mette des bornes, parce qu'on va avoir l'électricité qui va être verte, on va pouvoir remplir nos véhicules électriques avec de l'électricité verte. Je vais prendre encore 2 exemples. Les panneaux solaires. On s'est dit, il faut mettre des panneaux solaires sur nos toits de magasins. Donc on a mis des panneaux solaires sur le toit des magasins. Et encore une fois, toujours pas de budget. Hein. Là, le PPA, c'est un engagement d'achat, c'est 0 €. Les panneaux solaires, pareil, 0 € parce qu'on est parti avec des partenaires qui nous ont mis les panneaux. Et finalement, le gain mensuel permettait de rembourser après sur 15 ou 20 ans. Et en plus, on a mis en place un système de financement participatif. Donc on a permis aux collaborateurs de s'impliquer, de donner du sens en prenant des parts, c'était de l'obligation, sur ce programme de financement de panneaux solaires. Donc en plus, ils gagnaient avec un taux de 5%, je peux vous dire que 5 ans, c'était plutôt un super taux. Donc le collaborateur gagnait de l'argent, donnait du sens à son investissement en participant à la décarbonation de l'entreprise avec les panneaux solaires sur les toits. Après, on peut dérouler comme ça en fait indéfiniment. Donc vraiment, l'objectif, c'était de se dire de quoi, qu'est-ce qu'on a entre les mains et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller toujours plus loin. Voilà, donc l'exemple de métro pour moi, ça a été ça pendant 5 ans. Je ne vous cache pas que c'est compliqué, on parlait du change. Là-dessus, on a fait des formations d'écomobilité parce que ça va aussi avec tout ça. Hein. Et ce qui a été compliqué, ce qui reste compliqué aujourd'hui, c'est que le change, il a marché pour 20, 30, 40 collaborateurs, mais on n'a pas embarqué tout le monde. Et aujourd'hui, il y a un vrai souci dans les entreprises, chez Métro comme ailleurs, où les dirigeants sont toujours à prendre l'avion toutes les semaines et à rouler dans les gros SUV. Et je pense que là, il y a un point névralgique à changer.
Merci Thibaut pour ce témoignage. Merci à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions pour Thibaut, pour Jérôme, pour Julien? De pilotage, oui. Ces projets ont été plutôt pilotés au niveau des achats, au niveau de la RSE, s'il y a eu un groupe de travail, comment ça a été mené en fait? Alors, c'est ce que je disais, la chance que l'on a eue, c'est qu'on s'est retrouvé en fait à gérer avec mes collaborateurs qui s'occupaient des différents services, les services généraux avec la flotte, l'énergie, les achats. Alors, finalement, on s'est retrouvés tous ensemble et on n'a pas eu à aller trop vendre nos projets à droite ou à gauche parce qu'on l'a fait sans budget. Quand vous passez des véhicules de service en véhicules partagés, c'est toujours les mêmes véhicules. Quand vous faites des engagements à long terme d'achat d'électricité verte, c'est pas plus cher. Pour tout vous dire, même ça fait gagner des millions d'euros à la boîte parce que quand l'électricité a pas augmenté, on a fait beaucoup de gains. Donc on n'a pas eu à aller vendre le projet extérieur. Je pense que c'est ça la clé de la réussite. Aujourd'hui, il faut être très clair, quand il y a des combats de chapelle, c'est plus compliqué. Et il y a un moment, quand les projets d'ailleurs ont commencé à prendre de l'ampleur, on a commencé à se rendre compte que ça dérangeait certaines personnes. Parce que quand vous communiquez sur de la mobilité verte avec des directeurs de service qui sont passionnés par leur avion et par leur voiture, ils sont plutôt pas envie que vous réussissiez. Mais le secret, ça a été ça. On est parti de zéro, on n'a pas demandé de moyens et on a travaillé finalement plutôt en autonomie avec assez peu de nécessité d'aller voir à droite ou à gauche parce que finalement, dans mon service, j'avais tous les leviers. J'avais l'acheteur, j'avais le responsable énergie et j'avais la responsable flotte. Une petite dernière question pour nos intervenants. Alors, écoutez, merci à vous trois, c'était passionnant. Et merci à tous pour votre écoute. Juste, je voulais vous présenter pour finir, parce qu'on va engager l'année 5 donc d'Ecomob, juste pour vous dire que vous voyez qu'il y a une évolution d'Ecomob à travers le temps. Merci beaucoup à vous. Ouais, donc il y a une évolution d'Ecomob à travers le temps, donc l'observation vers la recommandation. Et là, l'idée, l'année prochaine, ce serait d'être encore davantage dans l'action en valorisant les bonnes initiatives terrain. Et donc, Madame Desco, si vous voulez venir avec nous, parce que c'est en partenariat avec les échos, comme vous le souhaitez. Voilà, donc on voulait vous dire, on lance en partenariat avec les échos l'année prochaine, enfin cette année, donc une nouvelle vague d'Ecomob avec une double logique. Déjà, donc avoir plus de retombées presse, donc sur la base du livre blanc et donc du deuxième point que je voulais aborder, le trophée. Donc, où on va couvrir avec plusieurs articles donc les questions d'écomobilité, donc ça va permettre de faire vivre le livre blanc dans le temps, et c'est l'objectif de considérer le livre blanc comme un point de départ, et également donc, de remettre donc, des trophées à des entreprises. Alors je précise bien, ce n'est pas des trophées qu'on remet à des entreprises qui œuvrent dans la mobilité, c'est à remettre dans des entreprises qui se distinguent par certaines actions qu'elles ont déployées pour leurs propres salariés. Donc c'est un trophée qui sera gratuit, il n'y a pas de contribution, ce qui est rare pour le trophée, parce que le but c'est justement de ne pas faire contribuer, enfin de vraiment récompenser les meilleurs et d'illustrer par l'exemple les déploiements de solutions d'écomobilité, parce qu'on sait que concrètement c'est ce qui va contribuer au changement. Donc voilà, donc on va lancer ces trophées avec donc, les sponsors qui vont sur plusieurs. Alors là, vous avez cité des exemples, hein, ça peut être sur la mobilité, la multimodalité, l'innovation, consultation des salariés, gamification. Enfin, il peut y avoir plusieurs types de trophées qu'on n'a pas encore définis. L'idée étant d'avoir un gros appel à contribution donc pour que des entreprises participent, que les sponsors en fait définissent le podium, donc des personnes qui sont, enfin des entreprises qui vont recevoir les prix. Et ensuite, sur ce podium, en fait, on va demander à la communauté, notre communauté, donc ça va être décerné par les pairs, on va demander à notre communauté de dire quel est pour vous le classement de ce podium. Qui a l'or, qui a l'argent, qui a le bronze. Donc ça va être aussi un trophée qui va être à la fois co-défini par nos sponsors, mais également par des pairs, d'autres entreprises qui auront dit cette entreprise se distingue. Voilà, avec une remise de prix en partenariat avec les échos et du coup aussi pas mal de retombées presse autour de cet événement. Voilà,
Et, ben, écoutez, et évidemment le livre blanc qui n'est plus sous embargo à partir de maintenant et qu'on va pouvoir vous envoyer, qu'on vous fait parvenir dans l'après-midi et comme ça tout le monde aura le lien. Et n'hésitez pas évidemment à le diffuser assez largement. Merci à tous pour